Bonjour à tous. On vous a vu quasiment tous pour la plupart, mais quand même, bienvenue dans cette dernière plénière pour cette édition 2013 de Procréa, où nous allons vous convier à assister au procès du plan d'affaires. Après effectivement une plénière d'introduction hier après-midi et 6 ateliers sur le sujet, sur le plan d'affaires, il nous paraissait légitime de terminer sous une forme un petit peu originale pour répondre à cette question: faut-il brûler le plan d'affaires par le procès effectivement du plan d'affaires? Donc nous allons... Ces débats sont censés, pour ceux qui n'ont pas pu participer à l'intégralité du congrès, compte tenu des diverses manifestations qui avaient lieu en même temps. Donc je salue encore une fois les CCI pour leur rencontre nationale et les chambres des métiers et de l'artisanat pour leur rencontre nationale également. Donc on va essayer de vous faire, au travers de ce procès, une petite synthèse de tout ce qui a pu se dire, sachant qu'on ne sera bien évidemment jamais exhaustif, mais que vous retrouverez les actes dans pas trop longtemps, je ne peux pas vous dire plus, sur le site de Procréa. Et vous serez prévenus par mail quand ils seront publiés. Alors on va libérer la cour, voilà, qui est en train de chauffer derrière le rideau. Donc j'ai l'honneur d'appeler... C'était toi, c'était là, voilà, le président du tribunal, Alain Fayolle, à qui je demande de rentrer. Voilà, je vous demande de l'applaudir. Donc Alain Fayolle, qui est professeur et directeur de recherche à l'EM Lyon Business School et rédacteur en chef de la revue Entreprendre et Innover, un de nos partenaires universitaires. Et qu'on remercie particulièrement puisqu'ils ont effectivement animé quasiment l'ensemble des ateliers, un atelier étant animé par le LABEX et la chaire Jacques Coeur. Ensuite, donc, j'appelle monsieur le procureur Claude Ananou, qui est maître d'enseignement à HEC Montréal, président de Kiosque Prestige et du groupe Média Kit et membre du conseil d'administration de la Fondation de l'entrepreneurship du Québec. Vous avez eu la joie de l'entendre hier en conférence inaugurale. Merci. Et enfin, j'appelle l'avocate de la défense, Catherine Pommier, la directrice du Business Innovation Center de Montpellier Agglomération. Merci Catherine. Alors on les remercie tout particulièrement parce qu'ils ont accepté de se prêter à ce jeu que nous leur avons un petit peu imposé. Et encore une fois, merci, puisqu'on sait que malgré tout, c'est impressionnant de se retrouver là. Nous allons poursuivre par le jury, puisqu'il n'y a pas de tribunal sans jury. Pour ceux qui étaient avec nous hier soir à la soirée des congressistes, nous avons tiré au sort 6 jurés que nous allons appeler tout de suite et que nous allons inviter à venir s'asseoir sur les 2 premiers rangs à notre gauche. Alors j'appelle Martine Viguier d'Entrepreneuriat au féminin. Désolée, tu étais bien installée au milieu, mais non, tu vas venir là. Mais je vais continuer. Continue. Allez, Nicolas Schmitt de la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat qui est déjà installé. Janine Salomon de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique. Merci. On a des jurés qui viennent de loin. Merci. Franck Colongry de Chambéry Métropole. Il est là. C'est le nom régional avec Janine de l'Étape. Merci. Emmanuel Collin de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard. Et the last but not the least, Éric Ferrière de la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne. Voilà Éric. C'est eux donc qui auront la lourde tâche tout à l'heure de désigner le sort du plan d'affaires. Nous vous prions de vous asseoir et puis, Monsieur le Président, on vous cède la parole. Mesdames et messieurs les membres du jury, Madame l'avocate de la défense, Monsieur le procureur, Mesdames et messieurs, nous sommes ici au tribunal de commerce et d'artisanat de Montpellier pour juger un accusé dont vous avez beaucoup entendu parler, notamment au cours de ces dernières 24 heures, j'ai nommé le plan d'affaires. Le corpus juridique sur le plan d'affaires étant limité, je suis chargé de faire respecter le droit dans ce tribunal. Vous imaginez à quel point ma tâche sera ardue
dans les 2 heures qui viennent, j'essaierai néanmoins de m'en acquitter le plus efficacement possible et de faire en sorte que cette séance ne soit pas trop ennuyeuse pour vous. Alors, je me suis plongé dans le dossier d'instruction du plan d'affaires et croyez-moi, ça m'a demandé des heures et des heures. On ne va pas demander d'en faire une synthèse, Dieu merci, simplement d'essayer d'en extraire des éléments à charge et à décharge en 3 minutes. Étant donné que j'ai dû utiliser déjà 2 minutes, il m'en reste 1 pour vous faire part des éléments à charge. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à cet accusé plan d'affaires? Tout d'abord, peut-être le temps qui est nécessaire pour arriver à le rédiger dans une forme et dans un fond acceptable, en s'interrogeant sur à quoi ça peut bien servir. Et est-ce que le temps que j'ai passé est un temps utile et efficace? Alors l'utilité, on la voit très très souvent par rapport à son pouvoir prédictif. Est-ce qu'un plan d'affaires peut prévoir ce qui va se passer dans une création d'entreprise, peut prévoir d'une certaine façon l'avenir? Les faits montrent que ce n'est pas aussi évident que ça, voire les faits diraient non. Et puis on peut s'interroger sur est-ce que le fait de travailler pendant des heures avec de nombreuses personnes pour rédiger un plan d'affaires, ça peut amener des créateurs potentiels, des étudiants dans certains cas, à créer leur entreprise. Les faits disent non. Il n'y a pas vraiment de lien entre l'existence d'un plan d'affaires et la décision de créer une entreprise. On se pose la même question avec la performance. Est-ce que le fait d'avoir fait un plan d'affaires, ça amène des entreprises à croître plus rapidement, à dégager des profits plus importants? De nouveau, les faits disent non. Il n'y a pas de lien entre l'existence d'un plan d'affaires et la performance. Et puis, dernier élément à charge, peut-être, que j'ai évoqué à demi-mot dans les points précédents, c'est le côté très, très rigide, très normatif, le fait qu'il faut passer impérativement entre des fourches codines qui nous sont imposées, qui sont imposées aux entrepreneurs et dont ils n'ont pas toujours envie, finalement, d'y adhérer. Mais il y a des éléments à décharge. Le business plan, ça n'est pas que ces points négatifs que je viens de mentionner, en tout cas dans ma lecture du dossier d'instruction. Donc les éléments à décharge, on peut considérer qu'au fond, le plan d'affaires, c'est un outil de gestion, comme d'autres, comme la comptabilité. La comptabilité est un outil de gestion. Et tout outil de gestion a des limites. Et le plan d'affaires a des limites. Encore faut-il les connaître. Encore faut-il avoir bien compris quel peut être le champ d'application. Le plan d'affaires n'est pas forcément utile dans toutes les situations de création d'entreprise, pour tous les profils d'entrepreneurs. Ensuite, je dirais que si on est honnête, ce n'est pas forcément ce document de 35 ou de 40 pages qui doit être mis au banc des accusés, c'est peut-être aussi ceux qui les utilisent, et qui les utilisent mal. Il y a peut-être un problème avec l'utilisation du plan d'affaires. Et ce n'est pas simplement le document lui-même. Ensuite, je dirais qu'on peut prendre le problème comme on veut. Le plan d'affaires est perçu, et au-delà de la perception, c'est une réalité, comme quelque chose d'incontournable pour certains acteurs, notamment des banquiers, notamment des financeurs. Et donc, il apparaît comme étant une norme sociale ou une convention sociale qui, en l'état actuel des choses, est très, très difficilement contournable. Et puis, il y a une autre façon de décharger d'une certaine manière le plan d'affaires des accusations qui pèsent sur lui. C'est qu'on a peut-être parfois trop tendance à se focaliser sur le résultat, sur ce qu'est le plan d'affaires à travers sa traduction papier ou électronique. Or, c'est peut-être pas ce qui est le plus important. Ce qui compte, c'est le processus qui va être suivi, c'est les questions qui sont posées, c'est la manière dont les entrepreneurs vont y répondre, et ce sont peut-être ces éléments-là sur lesquels il faudrait se focaliser davantage. Et le processus, il est lié à l'apprentissage. Le plan d'affaires, le processus qui permet à un individu ou à une équipe de développer un plan d'affaires, ça peut permettre d'apprendre beaucoup de choses, en particulier comment on peut développer un projet de création d'entreprise, comment on peut créer une entreprise, comment on peut la développer, comment on peut s'approprier son métier de dirigeant. Voilà donc pour une brève introduction. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur le procureur, Claude Ananou. Je lui rappelle qu'il a 5 minutes pour exposer d'une manière plus précise les éléments à charge du plan d'affaires. 5 minutes, Claude.
Alors, Monsieur le Président, merci. 5 minutes, c'est comme je dis souvent à mes vendeurs, 300 secondes. Vous avez 300 secondes pour vendre. Aujourd'hui, alors d'abord, je vais m'adresser avant tout aux jurés parce que c'est eux que je dois convaincre. Et je vais essayer aussi de convaincre l'Assemblée. Donc, messieurs les jurés, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons juger un tyran. Quand je dis un tyran, c'est quelque chose de nuisible en général pour la société. Et je n'irai pas à demi-mesure. Pourquoi on a dit faut-il le brûler? C'est vraiment qu'il disparaisse. Donc j'irai très loin en vous disant que ce n'est pas simplement de le réformer, de l'adapter, de faire peut-être des plans d'affaires libres, comme le Québec, on va vous dire, ou je ne sais quoi. C'est carrément de le faire disparaître. J'irai encore plus loin. Le plan d'affaires tel qu'il est fait, tel qu'il est enseigné, tel qu'il est utilisé dans beaucoup d'organismes de soutien, est anti-entrepreneurial. Ça tue l'entrepreneuriat de nos sociétés. J'essaierai de vous le prouver, on a des données là-dessus. Je vais vous en donner déjà une. Je viens du Québec, je viens du Canada, on est des Nord-Américains, mais on a un petit côté français malheureusement, des fois aussi. On a un petit côté méditerranéen, latin. On nous appelle les socialistes de l'Amérique du Nord pour vous dire au Québec. Donc c'est pour ça que je me sens proche un peu de vous quand même, parce que si je vous faisais venir un Ontarien, un Albertain encore pire, de toute façon, il ne serait pas venu. Alors, pourquoi je dis c'est anti-entrepreneurial? Parce que dans nos sociétés, la flamme entrepreneuriale est une petite flamme. C'est très dur de faire fonctionner cette petite flamme, de l'enrichir, de la faire croître. Et anti-entrepreneurial, c'est que le plan d'affaires, bien souvent, tue les entrepreneurs, tue les gens qui ont découvert cette petite graine en eux qui pouvait peut-être faire germer ou quoi que ce soit. Alors, à titre d'exemple, je crois que ça doit être pareil pour la France, mais pour le Québec, on s'est posé la question au Québec. On est la province qui encadre le plus et qui met le plus d'argent pour l'encadrement et qui est quand même la province canadienne qui est la moins entreprenante. Et le gouvernement s'est posé les questions. Et je vous dis, avant que votre gouvernement se pose des questions, réagissez avant que ce qui est arrivé au Québec. Et pourquoi? Parce que bien souvent, en fait, le plan d'affaires, je vais vous dire franchement, les entrepreneurs, ils n'en font pas, les vrais entrepreneurs, et ceux que vous voyez sont une infime partie et une certaine partie des gens qui entreprennent. Je parle à la foule, là, messieurs et madame les jurés, dans le sens parce qu'on est aujourd'hui dans Procréa, donc vous êtes beaucoup qui venez d'organismes d'encadrement, donc c'est déjà des gens qui sont prêts à être encadrés. Je peux vous assurer, je connais beaucoup d'entrepreneurs, ce n'est pas des gens qu'on aime être bridés, entre guillemets, qu'on nous mette une selle et puis qu'on nous dise, voilà, tu es un cheval de trait, on va te dire comment ça marche. Alors effectivement, c'est que vous êtes déjà très particulier, mais vous avez une importance. L'État pense que vous devez être un moteur pour effectivement ces gens-là. Et malheureusement, si c'est pour trop encadrer cette petite flamme, comme je dis souvent, là, si autour d'une graine, vous mettez 27 tuteurs, parce que vous dites comme ça, on va mieux faire germer la chose, dans le sens on va mieux la faire pousser, on risque aussi de la faire mourir, il n'y aura plus de soleil pour peut-être que cette petite graine pousse. Donc, vous êtes dans un milieu particulier, vous n'êtes pas les seuls, je suis dans un autre, si je vous ai provoqué pendant ces 2 jours, je m'en excuse, mais c'était voulu. Je suis aussi dans un milieu universitaire, je connais le président qui est lui-même aussi dans un milieu universitaire, il faut se battre aussi. Alors tout ce qui est un peu institutionnel s'est rabattu sur cet outil-là, l'a adopté, on a fait un incontournable, et il faut que vous en sortiez parce que vous êtes un joueur dans le milieu de l'entrepreneuriat qui est important. Et si vous ne jouez pas votre rôle, ça va être grave, et on va perdre des Mozart à ce niveau-là. Alors on va essayer de le brûler. On va essayer aussi de peut-être dire, ben, on l'utilise parce qu'on ne savait pas qu'il y avait d'autres choses. Ben oui, c'est ça la vie. Quand on connaît qu'une chose, comme on dit au Québec, on appelle ça du ballonné, donc c'est du jambon pressé. Celui qui n'a mangé que du jambon pressé toute sa vie, il va vous dire que c'est le meilleur aliment et que c'est ça qu'il faut manger dans sa vie. Et moi, ce que je vais vous proposer peut-être aujourd'hui, c'est de bâtir un buffet où chaque entrepreneur pourra faire son assiette comme ça lui convient. Et c'est à vous à élargir ce buffet, à lui dire, regarde, il y a peut-être plusieurs ingrédients, tu es un végétarien, tu es un carnivore
incroyable ou quoi que ce soit. Tu préfères, comme ma femme, commencer par le dessert que plutôt de commencer par les entrées. Ben, c'est possible. Monsieur le procureur, accélérez. Nous arrivons au terme des 5 minutes. Et voilà. Alors, on va essayer de vous faire la preuve avec nos témoins à charge. Merci en tout cas pour cette leçon de cuisine qui nous a mis en appétit. J'espère, Madame l'avocate de la défense, que vous allez également nous exciter les papilles. Alors, nous sommes en France, donc nous mangeons bien en France. Donc on va peut-être essayer effectivement de donner du grain à moudre et du poivre et du sel dans ce débat. Donc nous, on est plutôt sur la défense du business plan. Pour vous donner un ordre d'idée, donc le Business and Innovation Center, c'est une structure qui a 25 ans d'existence. On a une grande expérience de l'accompagnement d'entreprises, alors plutôt effectivement innovantes. On a accompagné près de 500 startups sur 25 ans, avec de belles success stories qui ont fait des business plans. On a également de vrais entrepreneurs qui viennent nous voir, et même une deuxième génération de ce qu'on appelle les serial entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont créé une première start-up, qui ont réussi et qui reviennent nous voir pour qu'on les aide à bâtir un nouveau business plan sur un nouveau modèle. Donc ça prouve que quand même il peut y avoir une adhésion sur le business plan. En fait, ceci dit, voilà, nous on a pris le parti de dire accompagner des entrepreneurs, c'est aussi leur donner des méthodes, c'est aussi leur donner des outils pour maximiser leurs chances de succès et pour accélérer leur développement. Donc le business plan en fait partie. On a été parmi les premiers à développer des outils pour notre propre compte, pour accompagner nos entreprises. Donc on avait lancé notre première version Montpellier Business Plan en 1991. Ce logiciel, il a eu un franc succès. On continue à le développer et à l'améliorer. Mais tous nos outils ont été développés de façon pragmatique. Et on considère que le business plan est un outil pragmatique avant tout. Pragmatique pourquoi ? Pour faire gagner du temps aux créateurs, bien sûr, mais aussi pour faire gagner du temps à l'accompagnateur, au conseiller qui suit l'entreprise. Pour nous, c'est un outil qui permet d'aller plus vite, de limiter les marges d'erreur, et Dieu sait s'il y en a dans la création d'entreprise, et puis d'aider le projet à se positionner dans son environnement dès le départ. On a testé, alors on n'est pas complètement arc-bouté sur le business plan, on a bien évidemment regardé tout ce qui se faisait en matière de nouvelles méthodes, on en a testé pas mal. Moi-même, je suis membre du board de la NBAE, qui est une association mondiale de l'incubation. J'ai pu voir ce que d'autres incubateurs pouvaient développer comme outils. On a testé pendant un an, 2 ans, d'autres méthodes, plus itératives, plus effectuelles, pour reprendre. Et à chaque fois, on en est revenu au même constat. Il n'y a pas mieux que le business plan pour aller vite, pour être percutant et pour accélérer le processus d'accompagnement et de déploiement de la société. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'argumenter sur le fait qu'il y a d'autres outils, il faut les regarder. Mais le business plan, aujourd'hui, c'est un outil universel que tout le monde comprend. Alors, peut-être que ça changera, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et aujourd'hui, on va essayer de voir avec nos témoins ce qu'ils en disent, s'il faut brûler ou pas le business plan. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le business plan est souvent considéré comme un outil statique. Nous, on se défend de considérer le business plan comme un outil statique. Un business plan, c'est vivant. Ça doit s'évoluer, ça doit évoluer, ça doit s'adapter. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui avec l'ensemble de nos témoins. Merci. Merci, Madame l'avocate de la défense. Il vous reste un petit peu de temps, si vous souhaitez l'utiliser. Non. Tout ça va ? OK. Donc, nous allons procéder à l'audition des témoins. Je vais laisser mes assesseurs procéder. Donc, nous allons appeler le premier témoin de l'accusation. Il s'agit de Thomas Guyon, qui est responsable de 2 pépinières à la Courneuve et blogueur qu'on peut retrouver sur ninjaentrepreneur.com. Il était dans l'atelier 3, accompagnant et plan d'affaires. Il fallait que je monte, Oui, tout à fait. Bonjour. Très bien, donc c'est à l'avocate de la défense d'interroger... Non, c'est au procureur. C'est à vous. Vous changez les règles comme ça ? Non, c'est ce qu'on avait prévu, Monsieur le Président. La seule chose aussi qu'on a décidé, c'est qu'on ne faisait pas assermenter les témoins. Donc on espère qu'ils vont être sincères, honnêtes et éthiques. Alors Monsieur Guyon, on vous appelle à la barre.
D'abord, expliquez-nous en quelques mots quel est votre parcours pour pouvoir parler pour ou contre, mais surtout contre, le plan d'affaires. Alors, le plan d'affaires, je connais bien, puisque ça fait quand même très longtemps que je suis dans le métier. J'en ai fait au kilomètre ou à la tonne, quand j'étais un petit peu plus jeune. Mais j'ai très vite rencontré des auteurs, des gens, des relations de travail pour qui le business plan n'était pas vraiment une vache sacrée. J'invite à relire un livre qui n'a pas encore été cité, qui n'est pas tout jeune maintenant, qui s'appelle The Origin and Evolution of New Businesses de Bidet, et donc qui est une étude où l'auteur disait, et ça je l'ai lu il y a très longtemps, peut-être 10 ans mais je dis une bêtise, disait, voilà, j'ai pas pu établir de corrélation entre le fait d'avoir fait un business plan et la réussite d'une entreprise. Connaissez-vous aussi l'étude de Honig du Canada, qui a fait des études en Suède, en Europe, en Amérique du Nord, qui arrive à la même conclusion, avec Bagrow aussi de Babson Université? Alors, il se trouve qu'effectivement, les études dont j'ai pu avoir connaissance après semblent confirmer ça. Voilà, je ne connais pas toutes les études non plus, hein. Mais c'est la première où je me suis dit, tiens. Ensuite, les personnes qui m'ont formé m'ont tout de suite désacralisé ça. Ils m'ont dit, quand tu verras ce que c'est, tu prendras ça un petit peu plus softement. Après, je connais aussi, je me rappelle de la bulle Internet, moi. Quand tous les consultants quittaient leur cabinet pour aller monter des startups. Et tout le monde faisait un business plan. Et des fois, c'était fait tellement... Là où je travaille, on dit à la Dragon Ball Z, à la DZ, avec tellement peu de sérieux, et les gens levaient de l'argent avec ça, que je me suis dit, mais... Bon, il y a peut-être mieux, puisque toutes ces startups se cassaient la gueule après. Hein. Excusez-moi, monsieur Guyon. C'était des histoires, ces plans d'affaires qui faisaient rêver quand même, en général. Alors, lever des fonds comme ça. Pour la bulle Internet, ça faisait rêver. Oui, on était dans le rêve, on était dans le fantasme. On devait tous devenir des milliardaires, en général. C'était l'idée, oui. Alors aujourd'hui, il se trouve que je suis dans un environnement qui est beaucoup plus terre à terre. Les gens que je croise, ça peut être des projets innovants, mais la plupart du temps, ce sont des projets qui sont tous originaux, sympathiques, mais qui sont des projets qu'on peut trouver un petit peu partout. Donc on a tout type d'entrepreneurs. Ils viennent du monde entier. Il peut avoir Bac+12 comme école de la rue. Et donc ils sont vraiment tous différents. Est-ce que vous voulez nous dire par là que la personne, le porteur de projet ou l'entrepreneur est plus important que le projet en soi, vu qu'il y a cette variété d'entrepreneuriat? Voilà, ce que je veux dire, c'est que là, ce que je vais annoncer, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne marche pas que pour une catégorie d'entrepreneurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut étendre un peu. Donc là, je suis responsable d'incubateur en zone urbaine sensible. Et depuis de nombreuses années, déjà, on ne demande plus de business plan pour entrer dans cette pépinière incubateur. On n'a plus de format standardisé pour y entrer. L'entrepreneur présente quand même son projet devant un comité, mais il repart plutôt avec une feuille de route. C'est-à-dire le comité lui dit, voilà, les soucis qu'on a vus dans ton projet, c'est ça et ça. Et tu nous as donné quelques gages que tu étais une personne qui est capable de surmonter ces difficultés. Donc la personne repart avec un plan. Quelque part, c'est un business plan, hein. Mais ça ne ressemble pas au business plan dont on parle. Les résultats de ces entreprises ne sont pas mauvais du tout. Là, pour l'instant, elles sont 16. D'habitude, on en a un petit peu plus. Pour 16, elles font un peu moins de 150 emplois. Donc, c'est des entreprises qui n'ont pas souffert de ce mode de sélection et du fait de ne pas démarrer avec un business plan. Je vais vous dire la vérité, il y a quand même des entreprises qui sont chez nous qui font un business plan. Simplement, soit ce sont des entreprises qui ne sont pas technologiques, et donc quand elles arrivent, elles connaissent leur métier, elles ont déjà des clients. Voilà ma pile de devis, voilà ma pile de commandes. Donc à l'organisme de prêt bancaire ou de prêt d'honneur, c'est pas un pensum, ça prédit pas l'avenir, mais ça peut être fait en une après-midi. Et puis c'est sur des bases qui sont solides. Sur une expérience, sur du vécu, sur des gens Oui, sur des choses qu'on peut toucher, qui sont tangibles. Pas tellement sur l'avenir, du coup. Hein.
plutôt sur le regarde ce que je suis capable de réaliser. C'est du procès-verbal un peu, même de ce qu'on a fait ou ce qu'on a déjà peut-être... Oui, ça ressemble à un procès. Voilà mes pièces. Voilà comment je vais te rassurer. Ensuite, on a aussi des projets innovants. Ceux-là vont tous quasiment faire un business plan. Ils vont tous réussir à lever des fonds. Mais si on regarde d'où vient l'argent qu'ils ont levé, de temps en temps, ça ne vient pas du tout du business plan. Non, c'est quelqu'un qui a pu voir ce qu'ils font sur une petite vidéo. C'est vraiment génial. Je vais mettre, et puis des fois des sommes importantes. Donc on s'aperçoit qu'on peut tout à fait, même à des stades avancés ou dans l'innovation, réussir avec des présentations assez compactes à avoir un petit peu d'argent. Même si je reconnais quand même que ça reste quand même assez incontournable pour certains fonds d'investissement et ainsi de suite. Hein. Je le déplore un peu. Je ne sais plus combien on a de minutes. Vous arrivez au terme du temps qui vous était imparti. La parole est à la défense. Vous pouvez interroger le témoin. Oui. Donc, vous avez dit que vous accompagnez des entreprises et que dans votre processus de sélection, vous repériez d'abord les soucis de la présentation initiale qui n'étaient pas formalisés. C'est quoi en général les soucis que vous mettez en avant? Ça porte sur quoi? Ça va être extrêmement variable. Ça va être extrêmement variable. Il y a quand même eu quelques séances de travail avant que la personne passe devant le comité. Donc il y a une préparation préalable. Et là encore, ça dépend vraiment. Il y a des projets qu'on va avoir en travail 2 années, et puis des fois d'autres juste une séance. Donc là, on est vraiment assez... Et vous travaillez sur quoi? Sur la présentation? Ça va dépendre. Le premier rendez-vous peut par exemple utiliser le Business Model Canva, qui est un outil qui est assez utile, qui est très visuel, qui va permettre de voir très rapidement et de montrer à l'entrepreneur très rapidement où sont les trous, ou tout ce qui n'a pas été pensé, ou tout ce qui cloche dans son projet de manière très visuelle. Mais ça porte sur quoi, ces trous? Ça va dépendre des profils. Il y a beaucoup de problèmes. Dans le Canva, souvent, ça va être au niveau de la définition du segment client. Ça va souvent être au niveau de l'offre. Ça va souvent être au niveau des flux de revenus. Vous êtes bien d'accord que ce sont des fondamentaux du business plan? Ce sont des thèmes qui font partie du business plan. Ce sont des hypothèses à valider, et pour ça, je préfère qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils reviennent avec des preuves concrètes, qui disent, regarde, ça s'appelle une commande ou une précommande, ou une lettre d'intention. D'accord. Alors, vous dites qu'il y a quand même certaines sociétés chez vous qui utilisent le business plan. Pourquoi pensez-vous qu'elles utilisent ce business plan? Quels bénéfices elles en retirent par rapport aux autres? D'accord. Souvent, on leur a dit qu'il faut un business plan. Donc, ça va être la raison principale. Ils sont souvent assez angoissés avec ça. Je dois dire qu'il est souvent assez difficile de leur expliquer avant qu'ils l'aient vraiment vécu que ce n'est pas une chose sur laquelle ils doivent passer autant de temps que ce qu'ils sont en train de passer. Souvent, l'entrepreneur pourrait employer un peu mieux son temps à faire des choses plus concrètes. Et une fois qu'il a le concret, comme j'ai expliqué, dire voilà, hop, je le mets dans mon plan, regarde ça, je l'ai, ça, je l'ai. Le contact avec ce grand groupe, là, je l'ai. Parce que pour vous, le business plan n'a pas de concrétisation possible. C'est complètement décorrélé du concret. Non, parce que quand un entrepreneur fait son business plan, je préfère qu'il le fasse sur des hypothèses qu'il est capable de défendre. Vérifier. Voilà. Et s'il est capable de les défendre, c'est que justement, il a accumulé tellement de concret qu'on n'est pas sur une projection, qu'on est déjà sur voilà tout ce que j'ai accumulé qui te dit que je suis sérieux et que je crois à mes hypothèses. Donc pour vous, le business plan, c'est forcément qu'une projection? Ça dépend comment on le fait, mais oui, c'est plutôt pensé comme ça. Hein. D'accord. Vous parlez de vidéos qui peuvent être des supports tout aussi communicants. Quand une personne présente son projet dans la vidéo, elle parle de quoi? Ça va dépendre. En général, c'est une vidéo de démonstration du produit qui marche bien. On voit techniquement quelqu'un qui l'utilise. Je ne suis pas capable de formaliser, de te dire, pour présenter ton projet, on va faire une vidéo, il doit y avoir ça dedans. D'accord? Ça, c'est le génie de chaque projet. Et je ne vais même pas essayer de leur dire, il faut faire une vidéo, elle doit être comme ça pour aller vendre ton projet. Parce que j'en ai aucune idée. Non, voilà. mais ça peut mais être... ça, c'est des constatations. Celle qui déclenche le plus d'enthousiasme parle de quoi, alors? Je suis incapable de définir des règles. Je suis incapable de le mettre de dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire sa vidéo pour que ça marche.
D'accord. Vous utilisez, donc vous avez dit, des méthodes un peu différentes. Est-ce que ces méthodes, selon vous, elles permettent de formaliser quelque chose à un moment donné? C'est quoi ces méthodes exactement? Elles permettent de faire quoi? Alors, moi j'aime bien le business model Canva, j'aime bien, un peu comme tout le monde, avoir mes petits outils, mes petites méthodes maison. Alors, qu'est-ce que c'est les méthodes maison? Alors nous, ce qui est important en pépinière, on va garder les entreprises 4 ans. Et au final, il faut que l'entreprise ait atteint un stade de développement, c'est du développement économique qu'on fait, voilà, c'est bonjour le territoire, je t'amène une entreprise qui va faire durablement de l'emploi ici. La chose qui marche bien et qui est importante pour nous, c'est de permettre à l'entrepreneur de raconter sa propre histoire et de voir où il en est. C'est-à-dire pour l'entrepreneur, c'est son épopée. Il va avoir des difficultés, c'est normal, mais il faut qu'il sache la reconnaître. Voilà, là je suis en train de ramer, est-ce que c'est normal? Est-ce que j'en suis? Ah oui, on m'a parlé de ça, là, je suis Ulysse, j'arrive vers l'île, c'est le cyclope, c'est comme ça qu'il faut faire. On m'avait prévenu, là maintenant j'y suis. Et comment on l'avait prévenu? Très simplement, on lui raconte à quoi va ressembler son parcours, on va lui parler déjà des errements. Comment vous lui racontez à quoi va ressembler son parcours? Vous partez sur quoi? Voilà comment on va... Imaginez, vous allez lancer votre entreprise. Vous ne savez pas trop où aller. Je vais vous décrire vos premiers mois. Les premiers mois, on va vous dire, voilà, de toute manière, rassurez-vous, vous allez faire beaucoup on emploie des gros mots, vous allez faire beaucoup de conneries. Ça ne va pas manquer, même avec beaucoup de bonne volonté, vous allez en faire, même après les premiers mois, bien sûr. Mais nous, ce qu'on va vous apprendre, ce qu'on va vous conseiller, c'est de faire des petites conneries à petite échelle que vous pouvez vous permettre de faire. Une fois que vous aurez compris un petit peu mieux votre marché, ce que vous êtes en train de faire, vous aurez eu l'intelligence déjà de ne pas dépenser toutes vos ressources avant d'avoir bien compris votre environnement. Donc vous leur faites faire une étude de marché en direct? Du tout, je les envoie vérifier leurs hypothèses en direct sur le terrain. C'est l'étude de marché en direct, ce qu'on appelle l'étude de marché par le porteur de projet. Je crois qu'on arrive au terme des 5 minutes. Vous ne saurez jamais ce qui se passe après. Monsieur le Président, je crois qu'on a pris 2 minutes de plus. Oui, mais j'ai fait un réquisitoire au départ qui était moins long. Ce qui est perdu dans la vie est perdu. Monsieur... Je suis prêt à échanger avec qui veut pour savoir ce qui se passe après les premiers mois. Oui, monsieur le témoin, bon, merci. Merci, monsieur Guyon, on va vous libérer. Thomas, tu peux venir ici, s'il te plaît. Et monsieur le procureur, je vous rappelle que vous n'êtes pas le gardien des horloges. Je suis juste devant moi, monsieur le président, alors c'est pour ça que ça me... Concentrez-vous sur votre dossier. Madame et monsieur l'assesseur, quel est le deuxième témoin? On va appeler donc un deuxième directeur de pépinière à la demande donc, de la Défense. Il s'agit de Pierre Alzingre de la pépinière Via Innova à Lunel. Pierre était dans le premier atelier, le plan d'affaires pour tous et dans tous les cas, point d'interrogation. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour. Peut-être que tu peux présenter ce que tu fais au quotidien pour permettre aux gens de comprendre. Alors au quotidien, nous aidons des entrepreneurs talentueux à développer leur projet d'entreprise sur un territoire qui est situé entre Montpellier et Nîmes, à Lunel. Et notre pépinière s'appelle Via Innova Pays Lunel. Je ne fais pas ce métier depuis très longtemps, depuis 5 ans, ce qui me permet d'arriver avec un regard totalement neuf, mais avec des règles de marché et avec une priorité absolue qui est comment je vais rencontrer mon client. Et c'est pour ça que je suis stupéfait de ce que vient de dire l'avocat général, c'est même quasiment une honte. Mais bon, ça, je peux pas en dire plus. Monsieur le Président, je ne voudrais pas avoir d'attaque personnelle concernant les témoins. Sans ça, monsieur risque gros. Monsieur le procureur, vous me laisserez juge d'estimer la portée des propos de notre témoin. Continuez, cher monsieur. J'irai donc en appel sur votre décision. Donc Pierre, quand vous accompagnez les projets qui viennent vous voir, quels sont les points fondamentaux sur lesquels vous travaillez avec eux? Alors, un projet qui arrive, c'est d'abord une équipe, un porteur de projet. Ensuite, en second, on regarde l'équipe. Et en troisième, l'équipe. C'est une boutade, mais c'est à peu près comme dans le commerce. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ce qu'on va vérifier, c'est si l'idée est en adéquation avec le porteur de projet et son équipe. Donc, j'arrive avec une idée qui répond à un problème. Ce problème, j'ai imaginé une solution.
Et le plus vite possible, on va le faire rencontrer les acteurs terrain. Donc, le plus vite possible, on écrit avec lui, en quelque sorte, un cap, une feuille de route. Monsieur l'avocat général ici présent, quand il est venu du Québec, il n'est pas venu à la nage. Il est venu en avion. Et avant de prendre l'avion, le pilote a déposé un plan de vol. Dans le plan de vol, il y avait un point de départ, un point d'arrivée. Mais le pilote sait très bien que le jour où il va prendre son avion, il va décoller, il y aura peut-être une tempête, il y aura peut-être quelque chose au-dessus des Bermudes, enfin on n'espère pas, il y aura peut-être quelque chose, et là il s'adaptera. Donc dès le départ, on prévoit les choses, on essaye de voir le plus loin possible. Et nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est d'avoir des porteurs de projets qui ont cette vision. D'ailleurs, je vais vous raconter ma rencontre avec un business plan, et j'ai même les caractéristiques d'un business plan. Un business plan, c'est quelque chose qui est d'une taille moyenne, 21-29-7. Ça pèse à peu près quelques dizaines de pages. C'est A4 au Québec, je m'excuse. On n'a pas les mêmes formats de feuilles de papier. Hein, on a peut-être un problème. C'est surtout quelqu'un d'agile, de svelte, qui est capable de rebondir, qui est capable de suivre un cap, mais en passant par des chemins détournés. Vous parlez de l'entrepreneur, là, ou du plan d'affaires? Je parle du business plan. J'en ai rencontré un qui a assuré le succès de nombreuses et de plusieurs milliers d'entreprises. Donc, vous m'avez coupé la parole, j'ai oublié, monsieur. Oui, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Oui, c'est quand même pénible. C'est pas vous qui interrogez le témoin. On pensait que les cousins québécois étaient sympas. Vous aurez 5 minutes tout à l'heure pour l'interroger. Donc, je voulais dire, j'en étais svelte, agile, en passant par des chemins détournés. Voilà. Donc, pour vous, je crois que mon temps est arrivé, là. Non, pas encore. Ah non, mais attendez. C'est 5 minutes. Vous décomptez minutes, là oui, les mais interruptions? On a démarré à 45, il est 48. Monsieur le procureur, je vous rappelle à l'ordre une deuxième fois, et je vous prierai d'avoir un peu plus de respect pour ma présidence. On est contre le business plan. Donc pour vous, le business plan, c'est un outil que vous utilisez dans le cadre de votre accompagnement et que vous jugez. Est-ce que finalement, le business plan, pour vous, c'est pas un moyen de répondre à une structuration de projet Est-ce que vous considérez que c'est un moyen de structurer la construction en fait du processus de création d'entreprise et de développement d'entreprise dans ces premières années? C'est tout à fait ça. D'ailleurs, on utilise au quotidien la méthode Lean Startup. On utilise aussi une méthode qui s'appelle un peu Synop, mais aussi une autre méthode qu'on a développée. Ça fait partie de nos petits outils, des roues du succès sur lesquelles on positionne certaines questions. Donc chacun a des méthodes pour arriver à un document ou un outil final qui peut s'appeler business plan. Pourquoi? Parce que le business plan, bien souvent, est une contrainte. Moi, j'ai un entrepreneur qui est revenu récemment et qui nous a dit quand tu nous demandais de faire un business plan, on avait l'impression de faire nos devoirs. Et finalement, maintenant qu'il crée sa deuxième société, il nous dit je vais faire un business plan. Mais avant de faire son business plan, il y a des séances de créativité, il y a du lean startup, il y a des choses très très agiles, et on va définir un cap. On va dessiner un cap ensemble. Donc c'est important, c'est un outil de base. Un bon entrepreneur doit transformer une contrainte en opportunité. Aujourd'hui, si un business plan apparaît comme une contrainte, faites-en une opportunité. Faites-en une histoire vraie qui vous ressemble. Ok, merci. La parole est à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Pierre, savez-vous que sur, admettons, 100 entreprises qui sont créées dans le monde occidental, combien ont fait un plan d'affaires? Parce que je présume que tous ceux que vous voyez ont 100% fait des plans d'affaires, mais dans la vraie vie, d'après vous, un ordre de grandeur? Je sais pas, non, j'ai aucune idée. 90 à peu près. Ah bon, donc 9 personnes sur 10 n'ont pas eu cette lumière de dire pourquoi je n'utilise pas un outil qui est aussi performant qu'il y a dans les centres d'encadrement à l'entrepreneuriat. Donc il y a 9 personnes sur 10. Ils n'ont peut-être pas le bon non plus. Hein. Qui sont idiotes, qui ne savent pas. Parce qu'il m'a coupé la parole, donc je peux couper la parole aussi. Donc, c'est ça. D'accord. Un petit peu de respect, là. Je porte une robe, vous n'en portez pas. Il faut mieux. Alors, si je vous demandais à choisir entre une personne et un bon plan d'affaires, on verra tout à l'heure ce que c'est un bon plan d'affaires, est-ce que vous préférez avoir un porteur de projet, un entrepreneur, quelqu'un qui vient vous voir, que vous sentez qu'il y a une certaine flamme, une motivation, une détermination, et qui a peut-être même pas un plan d'affaires très élaboré, qui c'est encore un peu flou, qui n'a pas encore mis peut-être toutes ces choses-là sur papier, si j'ai bien compris, 21.3 sur 24.7 là. 29. Nous on appelle ça, c'est plus simple, vous savez, on est toujours plus simple. On est KISS en Amérique du Nord. Keep it simple and stupid. Garder les choses simples. Et nous, on appelle ça A4.
Donc votre format un petit peu de lettres, on appelle ça A4 et le grand format c'est A5. Ça c'est en franche, c'est ça hein A3. A3, vous avez A3. Oui. Alors nous c'est lettres et, excusez-moi, et les gammes. Alors, si je vous dis, entre une personne que vous voyez un super potentiel et qui n'a pas bâti grand-chose, versus une autre personne, comme on a vu ce matin, qui a écrit 60 fois, qui a remis sur le métier son travail, qu'est-ce que vous choisissez, Pierre? Je vous ai compris, monsieur l'avocat. Qu'est-ce que vous avez choisi? Je choisis le porteur de projet. Merci. Tout de suite. Deuxième question. Merci. Non, attendez, on n'est pas dans Deuxième une série, question. on n'est pas dans une série américaine. Je n'ai que 3 minutes. Si je vous laisse votre une Altesse, question et votre vous... Altesse. Non, c'est pas une question d'altesse. Laissez-moi poser des questions. C'est moi qui pose des questions. Vous me répondez oui, non. C'est ça que j'attendais comme réponse, oui. Il n'y a de richesse que d'hommes et de femmes, mais nous sommes ici pour accompagner ces richesses grâce à des documents. Pierre, permettez-moi de poser une deuxième. Si vous voulez que j'en pose, parce que si on n'a qu'une question pendant 5 minutes pour une réponse, on n'ira pas loin. On veut alimenter le débat, on veut se poser des questions. Qu'est-ce que c'est pour vous un bon plan d'affaires, Pierre? Vous qui travaillez depuis 5 ans, qui avez une expérience, qui avez l'air intelligent, c'est quoi pour vous un bon plan d'affaires? C'est quelque chose qui me fait vibrer. Et on peut vibrer avec un bon plan d'affaires, avec un bon scénario. À quel niveau vous vibrez? Mais écoutez, je vais vous dire pour moi ce que c'est un bon entrepreneur. Non, je ne vous ai pas demandé ce que c'était un bon entrepreneur. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous préférez un bon entrepreneur d'un bon plan d'affaires. Donc je vous pose la question, quels sont vos critères pour dire ce plan d'affaires est un bon plan d'affaires? Ce plan d'affaires est un bon plan d'affaires parce qu'il y a une vision qui repose sur le cœur de l'entrepreneur, qui a une vision, il veut changer le monde, il a des idées plein la tête, donc il rêve tous les jours, et il a les pieds sur terre, et il me l'a prouvé par une histoire qu'il était capable d'écrire. Ah, donc vous venez de me parler que d'un humain, là. Très bien. Et vous en avez vu... Et d'un document, parce qu'il a les pieds sur terre. Aujourd'hui... Ah, parce qu'il l'a écrit, mais si vous le dites, c'est plus bon, ce qu'il pourrait dire au lieu de l'écrire. Si vous lisez, est-ce que ça serait la même... Ça vous ferait vibrer autant? Non, mais je vous ai dit qu'il devait être agile et svelte, le business plan. C'est dans la définition, même dans le caractère que je vous ai dit dès le départ. Avez-vous vu des super business plans? Ces personnes que vous me parlez, là, qui sont sveltes et tout, des Schwarzenegger du plan d'affaires, je ne sais pas, moi, des Claudia Schiffer du plan d'affaires, je ne sais pas ce que c'est un plan d'affaires qui est humain, de la façon que vous nous l'avez défini, la svelte, beau, je ne sais quoi. Est-ce que vous en avez vu des super dans votre vie? Oui, mais on sait très bien que... Pierre, si vous en avez vu des super, est-ce que vous étiez prêt à mettre toute votre fortune sur ce plan d'affaires? Non, parce que, attendez, c'est marrant, parce que vous me posez une question et vous n'attendez pas la réponse. Je vous ai demandé... Si vous en aviez vu ou pas, vous m'avez dit oui. Maintenant, je vous demande je pensais que les cousins québécois étaient patients aussi. Là, quand même, ça commence à faire beaucoup. Hein. Alors, vous pouvez répéter la question parce que j'ai pas... Non, sincèrement, j'ai oublié, sincèrement. Vous en avez vu des beaux ou pas, des super? Oui, j'en ai vu des beaux, mais on sait très bien qu'un plan de bataille, dès qu'on arrive au contact de l'ennemi, entre guillemets, on doit changer. Mais si on n'a pas de plan de bataille, on risque pas de gagner une guerre. C'était pas mon autre question. Après, je vous ai dit... C'était ma réponse, par contre. D'accord. Mais si vous en avez vu des beaux, des super, des merveilleux, des tripants, en bon québécois, ou des... J'en ai vu récemment. Vous en avez vu? Comment ça se fait que vous n'avez pas mis toute votre fortune? Mais j'en ai mis beaucoup, j'en ai perdu beaucoup aussi. Parce que un plan d'affaires, vous savez, c'est svelte. Donc, on sait très bien qu'il y a 3 entreprises sur 10, notamment dans l'innovation, qui vont gagner de l'argent. Il y en a 6 sur 10 qui ne vont pas en gagner. Donc, aujourd'hui, l'avantage d'un business plan, c'est que ça crée une route, ça donne une direction. Et ensuite, il faut être capable d'en changer par opportunité. Donc, vos vibrations ne sont pas si bonnes que ça, là, quand vous vibrez. Si moi, je vibre avec un humain. Vous avez vibré sur des très bons plans d'affaires et vous avez perdu aussi vos billes, entre guillemets. Non, je vibre avec un humain, mais je continue une histoire d'amour avec un plan et voir les capacités de quelqu'un à écrire l'histoire. Je vous propose d'arrêter de vibrer. Ça commence à être très désagréable au niveau de la table. Merci, monsieur le témoin. Et on va passer au témoin suivant. Donc, bravo. Donc j'appelle le deuxième témoin de l'accusation, c'est Jean Sautreau, qui est le président fondateur de la société Compart et membre du comité scientifique de Finance for Entrepreneurs. Alors bonjour Jean, merci de venir à la barre. Bonjour, merci à vous. Alors comme vous êtes un de mes témoins, vous allez nous expliquer un petit peu quelle est votre crédibilité pour nous parler de plan d'affaires et de nous donner votre version par rapport à faut-il brûler le plan d'affaires ou pas? Bonjour, donc Jean Sautreau, j'ai créé une entreprise il y a une dizaine d'années. Avec un plan d'affaires? Avec pas un plan d'affaires, plein de plans d'affaires.
Je suis passé par l'incubateur et puis depuis maintenant quelques années, je suis aussi dans des comités d'investissement pour décider et regarder justement le plan d'affaires des autres. Comme ça change un peu. Faut que je parle un peu plus haut. Plus près du micro. C'est mieux pour vous? Eh ben c'est parfait. Allons-y. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je suis quand même un tout petit peu gêné face à vous. Mais il a mis la main sur son cœur, il va être vraiment franc avec vous. Je suis ici pour être contre le plan d'affaires et j'ai quand même bien conscience que si c'est pas le plan d'affaires qui fait vivre l'entreprise, il fait vivre la majorité d'entre vous. C'est pas moi qui l'ai dit. Et donc forcément, je crains que vous ayez du mal à entendre ce que je vais vous dire. Pour autant, j'ai pas fait un plan d'affaires, j'ai fait des dizaines et des dizaines de plans d'affaires, au point qu'au bout d'un moment, quand on me demandait de renvoyer un plan, je ne savais plus quelle version j'avais envoyée. Et il fallait que je revoie, et c'était un gros effort. Soyons clairs, un plan d'affaires, c'est d'abord un grand mensonge. Celui auquel vous avez envie de croire, vous voulez votre belle histoire, vous voulez des beaux ratios, vous voulez tout ça, on va vous la servir. Il n'y a pas de problème. On va vous faire vos beaux ratios, on va vous faire, vous savez, la courbe d'évolution du chiffre d'affaires en bras d'honneur, là, vous savez, celle-là. Là. On va vous faire ça. Vous avez besoin d'un TRI à 20, il n'y a pas de problème, on va vous trouver ça. On va vous trouver ça. Une valo, on trouve. C'est pas un souci, de toute façon, on trouvera ce que vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous financiez. Voilà. Donc voilà à quoi sert le plan d'affaires, il vous sert à vous, parce qu'il est obligatoire. Il nous sert à nous pour montrer qu'on a compris, qu'on vous a compris. Et puis après, on va se mettre au travail. Parce qu'une fois qu'on aura fini le plan d'affaires, il faudra quand même aller chercher le vrai argent, c'est-à-dire celui des clients qu'on ne sera pas obligé de rendre. Alors, allez-y. Autre chose qui m'a absolument passionné chez vous, investisseurs, décisionnaires, vous êtes des gens extrêmement rationnels. J'ai entendu la pertinence du plan d'affaires. Et donc, une fois que vous avez analysé tout ça, bien peser le pour et le contre, vous allez nous expliquer que, non, ce qui fait quand même in fine, c'est l'homme, c'est le porteur du projet. Formidable. Certains même nous expliquent qu'en 20 secondes, ils savent. Lui, ouais, c'est bon. Ah ouais. Et derrière toutes les méthodes rationnelles, qu'on leur dit, mais ok, mais concrètement, j'ai bien compris comment tu as mesuré le plan d'affaires, mais comment tu as mesuré le chef d'entreprise? C'est compliqué. Il n'y a pas d'outils. Est-ce que vous diriez que c'est un être irrationnel, intuitif, contradictoire, paradoxal? Non, il dispose d'un truc que probablement vous n'avez pas au Québec. C'est un truc formidable qui s'appelle le feeling. Je m'attendais à un mot anglais de toute façon. C'est, vous savez, cette fameuse intuition, ce sens de l'expérience, ce truc qui fait que vous avez compris, vous savez, vous sortez ce qui est bon. Et c'est difficile, d'après vous, de mettre dans un plan d'affaires que j'ai du pif, que j'ai eu cette intuition, que ma petite voix intérieure m'a parlé. Comment on écrit ça? Il faudrait demander à Pierre. Il y en a qui ont essayé. Le problème, c'est que les plans d'affaires ne sont pas lus. D'ailleurs, ils nous demandent de faire une executive summary, c'est-à-dire après avoir fait 40 pages, ils nous demandent d'en faire 2. Et puis pour les feignants, ils nous disent mais l'executive summary, on ne peut pas, la photocopieuse recto verso ne fonctionne pas, on aimerait bien avoir tout sur une seule page. Donc on a fait pour les concours Oséo, on a fait pour tout un tas de choses, une page qui résume tout le reste. Ne rigolez pas. Il y a même des institutionnels qui nous ont créé des papiers Visa ou des choses comme ça pour nous expliquer qu'il fallait réduire encore un peu, que ça soit plus formel. Donc on a détricoté le business plan pour ressortir le truc dans la forme qui est attendue. Rigolez pas, c'est un vrai travail. On appelle ça même le point form en même temps. Vous savez, vous marquez juste des points, c'est télégraphique, pour qu'il y ait encore moins de mots sur une page. Vous êtes nos premiers clients, les financeurs. C'est absolument formidable. On doit passer beaucoup de temps à vous vendre du papier, une promesse, celle qu'un jour on va vous rendre l'argent, peut-être. Mais pour l'instant, on en a beaucoup besoin et il faut que vous adhériez à ce que je vais vous raconter. Et dernière question, Pierre, parce que vous avez Jean, vous avez 2 chapeaux. Ça vous arrive maintenant aujourd'hui de prêter de l'argent, de financer des projets. Est-ce que, d'après vous, dans votre jugement sur une personne, parce qu'avant tout, qui va amener un projet, mais la personne, quel est le pourcentage de votre analyse, de votre grille d'analyse, de dire j'embarque ou j'embarque pas? Je crois que j'ai fait l'effort de ne absolument plus rien regarder avant d'arriver en comité.
et de m'obliger à être extrêmement attentif à la personne qui vient nous voir et de regarder, mais en fait, c'est qui? Pourquoi il est là? C'est quoi son histoire? Qu'est-ce qu'il vient me raconter? Pourquoi il fait ça? Et est-ce qu'il a compris où il va aller? Ou s'il n'a pas compris où il va aller? Et c'est ce que je souhaite, parce que normalement, si c'est un type lucide, il n'y va pas, hein, quand même. Mais la question, c'est une fois qu'il va y être, est-ce qu'il va tenir? Et une fois qu'on a ça, effectivement, on peut commencer à fonctionner. Il y a des gens qui sont capables de regarder des chiffres. A priori, je dois en être capable aussi. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce que cette personne-là, on est dans une démarche qui a du sens pour elle? Est-ce qu'elle est bien à la bonne place? Elle est dans la place de sa vie? Et que son histoire, qui n'est pas une histoire de business plan, le business plan, c'est pour vous. Mais pour l'entreprise, c'est concrètement ce que lui va vivre au quotidien. Et est-ce que ça, c'est en phase avec sa vie et sa mode de fonctionnement? Et pour rajouter, je finirai, pour juste... Monsieur le procureur, le temps est terminé. La parole est à la défense. Je prendrai un 30 secondes de moins. Vous avez dit une dernière question. Vous êtes au terme de vos 5 minutes. Vous en avez même passé une de plus. La parole est à la défense. Donc, Monsieur Sautreau. Madame. Maître. Donc vous avez effectivement, vous faites partie des personnes qui ont effectivement mobilisé des financements auprès de diverses sources de financement, si j'ai bien compris, institutionnels, privés, business angel, etc. Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas formalisé un document de base que vous puissiez appliquer aux différents formats qui vous étaient demandés, vous auriez pu mobiliser les fonds que vous avez réussi à mobiliser? Jamais. Merci. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour une raison fort simple. C'est bon, j'ai terminé. Non, allez-y. Non. C'est la question est terminée. Vous avez répondu à la question. Je passe à la suivante. Le business plan est le seul élément de compréhension commun. Voilà. Et que si vous ne leur donnez pas un élément de compréhension, comment va-t-on faire? On a pris le plus petit dénominateur commun accessible à l'ensemble des intervenants. On en a fait quelque chose de très structuré. Et effectivement, ça permet de leur répondre. Donc on a montré qu'on était aussi capable de s'aligner sur le plus petit dénominateur commun. Donc nous sommes d'accord sur le fait que le business plan a un côté universel, compréhensible par tous les acteurs qui sont... Il faut savoir se mettre au niveau des gens qu'on a en face de nous, on est d'accord? Merci. J'ai d'autres questions. Donc vous dites que quand vous évaluez maintenant de l'autre côté un projet, ou plutôt un porteur de projet, pour reprendre vos termes, vous dites « j'essaie d'évaluer si ce porteur de projet va tenir ». Ça veut dire quoi? Comment vous évaluez que cette personne va être capable de tenir? Vous savez, quand on reçoit des porteurs de projets, bien souvent ils ont été accompagnés, et, généralement très très bien, parce que malgré tout ce que je plaisante, mais vous êtes des gens formidables. Et c'est vrai, je pense, je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas été bien accompagné. Mais au fond, les chiffres ont été vus. Le vrai grand sujet, c'est au moment où il va se lancer, il arrive avec lui avec tout un passé, une histoire de vie, un certain nombre de choses, peut-être une situation personnelle, une situation de santé, son entourage familial, la manière dont il va se projeter. Et les questions qu'on va essayer de lui poser à ce moment-là, c'est vraiment toutes celles qui pourraient bouleverser tout cet équilibre, qui font que demain, il ne pourra plus tenir, il ne pourra plus être en place, parce que essayer de découvrir ses fragilités, non pas pour lui dire faut pas y aller, mais de lui dire ok, maintenant comment on t'aide, est-ce que tu as bien ciblé, est-ce qu'on peut faire mieux que simplement le financement en tant que tel. Et pour moi ça c'est beaucoup plus important, parce que c'est des questions, personne n'a envie d'aller, parce qu'au fond personne n'a envie d'avoir la réponse, parce qu'on peut aussi avoir des gens qui craquent en face de soi qu'il va falloir récupérer, parce que c'est pour certains leur dernière mise. On n'est pas en train de parler de prendre affaire, on est en train de parler de femmes et d'hommes qui, contrairement à la plupart des accompagnants, prennent de vrais risques avec leur vie, avec leurs finances, avec leur patrimoine, avec leur famille. Et je pense que ça me paraît beaucoup plus important et beaucoup plus sensible que tous les business plans qu'on pourra faire. Alors, ok, tenir par rapport à un environnement personnel, mais vous projetez pas du tout la façon de tenir dans un environnement d'acteurs, de marché, de contexte. Vous appréhendez pas du tout ces aspects-là quand vous évaluez un projet? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous savez, s'ils sont capables de nous expliquer et de nous raconter ce qu'un des auditeurs ce matin dans notre table ronde nous parlait, qui était le storytelling, de nous vendre leur histoire, de nous vendre un certain nombre de choses, on n'a pas trop d'inquiétude sur la capacité à le vendre aux clients. Donc vous posez la question sur le client quand même, et sur la capacité de la personne à toucher les clients. C'est en toute immodestie, je vous dirais que je pense être capable de vous vendre à peu près n'importe quoi et son contraire.
C'est pas le vrai sujet. Si je suis capable de vous raconter une histoire à laquelle vous plaisez, vous adhérez, on a des chances que ça fonctionne. Le vrai sujet, c'est est-ce que ce qu'il nous raconte, il va être capable de le raconter à quelqu'un d'autre, il va être capable de faire adhérer, combien de gens il va pouvoir emmener, est-ce qu'il a effectivement un leadership, et c'est ça qui nous intéresse plus que les données marché que je suis incapable d'apprécier quand je vois un business plan. Je ne connais pas son marché, je ne connais pas son métier, quelle est sa capacité à monter ça, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus délicat. D'accord. Est-ce que pour vous, l'équipe fait partie intégrante du business plan? Bon, en tout cas, c'est d'abord le dirigeant, et éventuellement, s'ils sont co-dirigeants, comment ils s'entourent. Mais est-ce qu'il se connaît? Au sein de Finance for Entrepreneurs, et je vais en dire un tout petit mot tout de suite, on a développé un certain nombre d'indicateurs sur le potentiel entrepreneurial du dirigeant, sur comment, sur son histoire de vie, son rapport au jeu, tout un tas de choses qui sont un peu des choses peut-être un petit peu décalées, mais qui vont justement nous permettre d'avoir une grille de lecture, permettre aux chefs d'entreprise de se connaître, de s'entourer avec les personnes qui vont bien dans son comité de direction, le cas échéant, et de gérer sa relation avec les investisseurs. D'accord, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Oui, donc on avait oublié de dire que donc Jean Sautreau était dans l'atelier 5. Comment les financeurs se servent-ils du plan d'affaires? L'exigent-ils toujours? Très bien, j'observe que Madame l'avocate de la défense est plus synthétique dans ses questions que Monsieur le procureur. Jugement de valeur, Monsieur le Président. C'est un fait, c'est une observation. Nous allons passer au témoin suivant. Donc c'est à nouveau un témoin de la défense, et il s'agit d'un autre chef d'entreprise qui défend donc une position autre, Monsieur Luc Doriol, président de la société Métaphora Biosystème. Oui, alors je précise qu'il était donc dans l'atelier... Atelier 4, entrepreneurs et plan d'affaires. Donc bonjour Luc. Pourriez-vous vous présenter et présenter votre entreprise, ce que vous faites, et très rapidement, avant que je passe aux questions, pour que les gens vous connaissent? En 2 mots, j'ai commencé ma vie professionnelle en étant chercheur pendant 15 ans au CNRS. Ensuite, j'ai monté une première biotech en 89 qui s'appelait Genset. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps aux États-Unis. Je suis revenu en France. J'ai participé à la création de Genopole avec Pierre Tambourin. Et puis, j'ai recréé une entreprise de biotech qui s'appelle Metabolic Explorer, qui est aussi rentrée en bourse en 2006. Je suis reparti aux États-Unis quelque temps et je viens de créer, il y a 2 ans maintenant, presque exactement 2 ans, une société à Montpellier qui s'appelle Métaphora Biosystème et qui est basée sur les travaux d'un laboratoire de Montpellier. C'est pour ça qu'on est montpelliérain. Et ce que je voudrais dire, c'est que je viens d'un monde où, on n'a pas du tout évoqué ça, mais où on est ce que les Américains appellent science-based industry, c'est-à-dire qu'on est très proche des laboratoires, on est des sociétés qui sont très proches de la science. Ce qui fait qu'on est un petit peu particulier par rapport à ça. Alors, la particularité de votre projet, c'est que vous êtes sur un projet biotech, et on sait que les projets biotech, on est sur des schémas où pendant 8 ans, on ne fait pas de chiffre d'affaires. Et donc, en quoi, pour vous, le business plan est un outil utile dans la mesure où on est sur des projections très hypothétiques et très incertaines? Okay. Je voudrais dire que la première société qu'on a faite, c'était une société de synthèse d'ADN. Donc, c'était un marché qui n'existait pas. Donc, quand vous allez voir les gens, ils vous disent « c'est quoi votre marché ?» Le marché, on va le faire. Il se trouve que ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a créé une industrie. On a été vraiment les premiers, presque au monde. Enfin, il y avait quelques Américains qui avaient fait des trucs, mais pas très très gros. Et on a été un moment leader mondial dans la synthèse d'ADN. C'est un tout petit truc, évidemment. C'est pas Renault, c'est pas l'industrie automobile, mais on a vraiment créé une industrie. Et pour revenir un peu à la question, ce qui s'est passé... je voulais juste faire un point. C'est que je n'ai jamais travaillé dans le monde de ce qu'on appelle la pharma. Et c'est un petit peu ce que vous définissiez, Catherine. Dans la pharma, effectivement, on a une période de 10 ans où il va falloir travailler, on ne va rien voir, et on ne va pas savoir ce qui va se passer. Donc la première société que j'ai faite, curieusement, au bout de 3 mois, c'est vrai, vous pouvez aller vérifier, on a signé un contrat de 12 millions de francs de fabrication. Ce n'était pas un contrat de recherche, ni un truc. On a fabriqué, quoi. C'est comme si on avait vendu des frigidaires. On a tiré le gros lot, on a fait 12 millions un contrat de 12 millions.
Donc, est-ce que vous faites des business plans? On pouvait avoir écrit tous les business plans qu'on voulait. De toute façon, il y a un truc qui vous tombe dessus. C'est comme un énorme pavé, ploup, sur la tête. Pour la deuxième société, on a fait un très beau business plan. Le marché a fait qu'on a failli... Enfin, en tout cas, moi, je me suis perdu dans la boîte. Et mes investisseurs m'ont sorti parce qu'on n'arrivait pas à démarrer suffisamment vite. Et on a suivi exactement le business plan à la suite de mon départ. On a fait exactement ce qu'on avait écrit dans notre business plan. Donc, quelque part, le business plan avait vraiment servi. Pour reprendre la question, en fait, en quoi le business plan vous est utile sur ces modèles particuliers d'entreprise? Tout à fait. Oui, on pourrait se poser vraiment la question de l'utilité d'un business plan. Oui, Catherine. Donc, non, mais j'essayais d'illustrer, si vous voulez, au lieu de rentrer dans un truc théorique, parce que un business plan, c'est un machin théorique quand même, forcément, même si on essaye de le faire le plus près possible de la réalité. Et puis, il y a la réalité de l'entreprise qui vous rattrape encore plus vite. Alors, je pense que le business plan, c'est un petit peu comme le mur au tennis. Si vous voulez vraiment travailler votre coup droit, vous le travaillez au mur. Et sans arrêt, vous tapez. Le business plan, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui va vous renvoyer, qui va ne vous renvoyer que ce que vous y mettez, évidemment, mais qui va vous permettre aussi de vraiment connaître votre projet d'entreprise et de façon très très intime, et vous allez le tester avec votre équipe, vos associés, etc., votre board si vous en avez un. Et c'est en ce sens-là que pour moi le business plan est très important. Alors pour l'anecdote, je l'ai dit ce matin dans ma session, il m'est arrivé hier que à cause d'une proposition d'un industriel, je me retrouve à 180 degrés de ce que j'ai écrit dans mon business plan. C'est-à-dire j'ai dit je vais faire ça, et le gars me dit ah, non, je pense que ça serait vachement bien qu'on fasse ça. Et la société en question, c'est un des géants immenses de l'industrie mondiale. Pas seulement biotech, ils font aussi des moteurs d'avion et quelques frigidaires et autres appareils radiologiques. Et est-ce que pour autant, malgré effectivement cette suis nouvelle sûr, opportunité, comment vous allez... je suis sûr que si on n'avait pas... Bon, d'abord, c'est dur à gérer. J'avoue que je ne dors pas très bien parce qu'on l'a senti un petit peu venir. On a senti des trucs venir, en tout cas. Déjà, qui s'intéresse à nous, c'était déjà très sympa. Mais alors, quand ça nous est tombé dessus hier, il faut vivre. Et je ne sais pas où on va aller. Ça ne veut pas dire qu'on a signé avec eux, etc. Je suis simplement en train de vous dire la réalité. Mais je suis persuadé que le fait d'avoir un business plan et d'avoir surtout bossé, et tout à l'heure, l'avocat général, qui est vraiment quelqu'un de très très dur, se moquait de cette jeune femme qui est absolument charmante de Betty Casa, et en disant qu'elle avait fait 60 business plans. Évidemment, c'est des itérations de business plans. On ne recommence pas à zéro, on déchire tout. Donc nous, on en est aussi à une 60aine d'itérations de notre business plan. Et je suis sûr que le fait d'avoir fait tout ce boulot-là, donc d'avoir travaillé énormément le business plan, va nous servir, c'est un pari, hein, on peut prendre date peut-être, à réagir. Et on a développé tout un tas d'hypothèses en gambergeant et en buvant peut-être trop certains soirs ou en mangeant pas assez d'autres. Et ça nous a amené à réfléchir autour de notre sujet. Je crois que c'est ça, en fait. Une entreprise, c'est surtout réfléchir autour de son marché, son sujet, son machin, etc. Très bien, merci Monsieur Viol. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Alors Luc, j'ai eu la chance de vous entendre ce matin. Effectivement, vous avez eu l'honnêteté de nous dire que vous venez de faire depuis hier un virage à 180 degrés. Je ne l'ai pas pris encore, mais il y a l'opportunité d'aller, au lieu d'aller devant, derrière, ou d'aller derrière, devant. Mais quand en général on est à 180 degrés, c'est quand même un virage, plus qu'un virage. Oui. Bon. C'est une remise en cause totale de ce qu'on avait prévu. Mais vous allez me dire que vous avez fait pas mal de plans d'affaires. Je suis sûr que votre plan de financement, de marketing opérationnel, de tout ce qu'on voudra, doit être remis quand même pas mal en question, ou sans ça, je doute de la qualité de votre premier plan d'affaires qui disait « je vais plein nord, mais c'est pas grave, en allant plein nord, j'irai au sud, vous allez me dire que la terre est ronde, à un moment, je retomberai sur mes pattes, mais quand même, ça doit être un plan d'affaires qui devient caduque à pratiquement 150% quand on fait un virage à 180 degrés. » Eh bien, pas tout à fait. Non ? Alors, expliquez-moi ça. Il faut carrément que je vous raconte beaucoup de choses. Disons que je cherche en ce moment 2 millions. Et dans ces 2 millions, j'avais prévu de faire de la bioproduction à hauteur de d'1 million. Et j'avais prévu de faire ça
en gros, dans l'année prochaine, au milieu de l'année prochaine, peut-être que je dois le faire à partir du mois d'août, quoi. Et donc, quelque part, ça ne change pas tout, mais sauf reshuffling everything. Si vous devez le faire au mois d'août, là, il va falloir courir après l'argent. Je suis d'accord. Très rapidement, là. Beaucoup plus que dire on avait peut-être une année et demie pour ramasser 1 million. Et vous nous avez dit ce matin, c'est que même la première commande, ça peut peut-être doubler, décupler même. Ouais. Bon, alors là, je vais vous dire, votre plan d'affaires, le décupler, c'est grave. Alors, comme vous avez c'est un vieux routier là que vous avez devant vous, Luc. Là, je l'ai écouté ce matin, c'était passionnant. Je savais pas pourquoi même il allait se présenter pour la défense, mais c'est pas grave. Vous connaissez J'aime les peut-être challenges. Vous connaissez peut-être l'émission Dragon Den, Shark Den aux États-Unis. Ça vous dit rien? Je ne regardais pas la télé aux États-Unis. Alors c'est pour vous dire une émission, vous n'avez pas ça encore en France, on a au Québec, ça s'appelle Dans l'œil du dragon. Oui. Ce sont des financiers qui, avec leur propre argent, pas l'argent d'autres personnes ou l'argent étatique ou quoi que ce soit, qui en 15-20 minutes ont une personne en face d'eux qu'ils n'ont jamais vue, qui n'ont jamais rien lu sur elle et qui vont investir jusqu'à des millions de dollars, pour vous dire. Et je peux vous assurer, ces gens-là, c'est pas des fous, c'est tous des milliardaires qui ont très très bien réussi dans les affaires. Je ne sais pas si je pense de France, vous êtes capable d'aller voir sur Google Dragon Den ou Shark Den, vous allez pouvoir voir les émissions. C'est des tueurs. Je suis un enfant de cœur par rapport à ces gens-là. Et je vais vous dire, ils décident sans plan d'affaires d'investir des millions de dollars en 20 minutes devant une personne. Alors, pour vous dire, ça c'est peut-être un esprit nord-américain, pas du tout. C'est une question si on peut faire comme ça aussi. On n'est pas obligé de... Il y a combien d'élus par rapport aux candidats? Mais c'est pas grave, c'est pas ça. C'est d'abord une émission de télévision, donc c'est un peu de la télé-réalité. J'ai été sur le comité dans l'œil du dragon sur le Québec. C'est pas une question d'avoir... Les gens qui viennent là, je peux vous assurer qu'ils pensent tous qu'ils vont essayer de décrocher le gros lot. Ils y viennent avec un enthousiasme et vraiment une sincérité. Sans ça, on vient pas pour faire un show uniquement. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde. Et je vais vous dire, j'ai parlé à ces gens-là et ils me disent, ça dure 20 minutes, Claude. Mais nous, c'est après 20-30 secondes. Bon, dans l'émission québécoise, les porteurs de projets descendent comme ça un petit peu des escaliers et les gens me disent, d'en haut à en bas, j'ai pris déjà ma décision à 80%. Et c'est leur argent, pour vous dire. C'est leur argent. Donc ils ne sont pas fous, ces gens-là. Et je vous dis, c'est des fabuleux hommes d'affaires et femmes d'affaires. Vous avez été dans le pharma. Pas dans le pharma, au contraire, mais vous êtes quand même un peu dans le milieu. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'aujourd'hui, toutes les compagnies, les grandes compagnies pharmaceutiques dans le monde ont fermé leurs bureaux de recherche et développement, pratiquement? Surtout en France. Bon, pas qu'en France, au Canada. Attendez, Montréal était une des grandes places mondiales dans la recherche pharmaceutique. Et ces gens-là, je vais vous dire pourquoi ils ferment, parce qu'ils ont les moyens de faire des super plans d'affaires. Là. Ils ont du personnel qui ont très bien payé pour ça. Et ils préfèrent aujourd'hui acheter des brevets, des gens qui trouvent des cellules souches, je ne sais quoi, je ne suis pas du tout dans le milieu. D'accord. Oui. Vous êtes dans le milieu? Oui. Hein, et souvent, c'est fait, comme on dit au Québec, dans un sous-sol de duplex. Hein. Le gars a 2-3 PhD, ils sont 2-3 finissants de PhD d'université avec un qui est un peu plus vieux. Ils ont quelques éprouvettes et c'est eux aujourd'hui qui vendent aux pharma les brevets. C'est comme ça que ça se passe, en général, dans le milieu aujourd'hui? Pas dans le mien, mais je peux non, mais dans le milieu pharma, que vous avez quand même un contact un petit peu... Non, pas du tout. Non, ce qui se passe, enfin, je ne sais pas si c'est peut-être pas le lieu de parler de ça, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un shift complet, un changement complet de paradigme dans la façon dont on fabrique des médicaments en pharmacie. Et c'est de plus en plus les sociétés qui testent les médicaments, c'est-à-dire qu'on appelle les CRO, qui avant s'occupaient des phases 3 et 4, qui de plus en plus remontent dans la chaîne. En fait, le vrai problème, on en a un tout petit peu parlé ce matin, c'est qu'il y a quand même l'argent qui est derrière tout ce dont on parle là, et qu'aujourd'hui, la pharma, qui a vécu pendant 30 ou 40 ans avec des chiffres de croissance de 30%, tout le monde commence à quand même en avoir un peu marre, et à juste titre, je pense, les autorités en particulier de santé, surtout dans des pays comme les nôtres, et voilà, et les gens sont moins intéressés, et donc c'est plus difficile, et donc on ferme, donc on réduit, donc, etc. Enfin, c'est une analyse très personnelle, hein, je ne suis pas un spécialiste. Mais... Sans rentrer dans une question trop indiscrète, vous avez des enfants, je crois, j'ai compris, Luc, ce matin. Oui. Est-ce que vous leur conseilleriez d'être des entrepreneurs aujourd'hui, en 2013 ? Que c'est un beau métier, qu'on peut s'éclater, qu'on peut s'épanouir ? Écoutez, le problème s'est posé pour moi de façon assez directe parce qu'il se trouve que mon associé
et plus jeune que mon fils. Et alors, mon fils fait de la finance, et mon associé, je l'ai entraîné dans cette, entre guillemets, certains jours galères. Et il y a des jours où j'ai vraiment honte de l'avoir entraîné là-dedans, parce que c'est vraiment extrêmement difficile. Et puis, il y a des moments qui sont tellement extraordinaires dans l'entrepreneuriat que je ne regrette pas. Voilà, j'en regrette pas une seconde, mais il y a des trucs qui sont vraiment très très durs. Enfin bon, la recherche aussi c'est difficile, et il y a plein d'autres métiers qui sont très difficiles. Bien. Oui, je leur recommanderais d'être entrepreneur. Merci beaucoup, Luc. Merci. Luc. Luc, les alternatives au plan d'affaires. Bonjour. Alors bonjour Jérôme, je vais être franc avec vous. Jérôme a déjà communiqué avec moi il y a à peu près au moins 2 ans, pour vous dire qu'il y a des gens curieux en France qui ont été capables de me retrouver au Québec. Un jour, je reçois un courriel comme ça de ce jeune-là. Bon, tout de suite sur Google, aujourd'hui, on peut tout savoir sur tout le monde. Et il me dit, vous êtes avec une nouvelle méthode. Je dis, ah bon, c'est rendu déjà en France. Oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Donc je voulais vous prévenir au moins que... Et on ne s'était jamais vu, là. Ça me fait plaisir de le rencontrer durant ce week-end, pas ce week-end, mais ces 2 jours. Alors, Jérôme, avec ton parcours, je crois que tu es dans les plus jeunes témoins, c'est ça qui est important, c'est nos Y qui sont l'avenir, pour les baby-boomers comme moi. Donc, explique-nous un petit peu là, ton sentiment par rapport à un jeune qui veut être entrepreneur aujourd'hui, un Y, comme on dit, la génération Y, donc qui a entre 20 et 32 ans, qui sont nés après les années 80 jusqu'à 92, 95, ça dépend comment on le définit, les Y. Comment on vit notre petite flamme, notre petite graine entrepreneuriale? Alors oui, donc c'est vrai que j'avais cette flamme, cette graine en moi, donc dès mes études. Et alors je ne savais pas comment la faire grandir, donc comment la cultiver. Donc je me suis renseigné, j'étais un peu perdu. En tout cas, ce que je savais, c'est que j'aspirais à cette liberté, à ce besoin donc de créativité, de créer, et de donner quelque chose, enfin un sens à ma vie quelque part, en ayant vraiment la sensation donc de maîtriser ce que je fais et de pas forcément suivre des parcours déjà tracés. Et du coup, donc j'ai tenté le coup. À la fin des études, donc j'avais plusieurs propositions d'emploi que j'ai refusées pour me lancer dans le grand bain. Donc, excuse-moi, je t'interromps, là, c'est important pour moi. Donc, tu étais prêt à perdre un emploi, un certain salaire, entre guillemets, pour t'engager dans une voie beaucoup plus incertaine. Exactement, je n'avais rien à perdre. Donc, vaut mieux le faire maintenant que de me dire non, on va assurer d'abord, on va construire quelque chose, et quand je pourrais perdre une famille ou perdre un appart, je vais prendre le risque. Donc, je me suis dit non, je préfère pas prendre le risque de faire maintenant. Je sais que voilà, c'est maintenant que je peux le faire, donc on va tenter le coup. Et du coup, je continue. Et par rapport à ce parcours, donc, on m'a conseillé de faire un business plan, un plan d'affaires, que j'ai essayé, d'où mon témoignage aujourd'hui. J'étais témoin de ce plan d'affaires que j'ai essayé donc de réaliser sans succès. J'ai essayé de le faire, j'étais totalement perdu, c'était flou et ça n'avait aucun sens pour moi. Alors pourquoi ? Parce que c'était un chemin déjà tracé dans lequel je ne m'identifiais pas, ça bridait quelque part ma créativité. Et surtout, ce n'était pas du tout adapté par rapport à ce que je voulais faire. Pour moi, un business plan, c'était quelque chose que je devais vendre avec des chiffres à des investisseurs, par exemple. Et moi, je suis plutôt dans le domaine de la formation. Je ne vends que mon temps et ma matière grise. Et je n'ai pas besoin donc, de convaincre d'investisseurs par rapport à cette activité. Donc, suite à ça, donc, tu as fait un blog. Je crois que tu es en contact quand même, il y a plusieurs personnes qui vont sur ton blog. Est-ce que tu donnes de la formation à des jeunes actuellement ? Alors oui, donc, dans cette activité de formation avec Créa Présent sur les soft skills, on est sur le potentiel humain. Et donc, à travers ce blog, donc, j'ai pu être en contact pour faire des interventions auprès d'entrepreneurs, par exemple à la ruche, avec des entrepreneurs sociaux, ou dans le cadre académique, dans la formation initiale chez France Business School, donc sur les soft skills, mais à travers donc, des ateliers d'entrepreneuriat. Donc faire des simulations donc, de création d'entreprise, par exemple, de start-up, entre guillemets, pour mettre les étudiants en expérience et vraiment découvrir leur potentiel par l'expérience. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas de faire de business plan, ils en ont déjà fait,
Pour eux, la création d'entreprise, c'est barbant parce qu'il faut faire un business plan, alors que finalement, c'est une vraie aventure. Hein. Donc, d'ailleurs, je t'ai contacté à propos de ce livre-là, L'aventure entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment faire vivre cette aventure et quelque part se découvrir eux-mêmes à travers cette aventure et découvrir le potentiel qu'ils ont. Alors, Jérôme, comme tu es un jeune, tu dois connaître les Startup Weekend. Oui. Tu peux expliquer à l'auditoire ce que c'est les Startup Weekend dans le monde entier? Alors, Startup Weekend a commencé en Amérique et le concept était qu'on allait réunir donc, des personnes motivées avec des compétences différentes pendant un week-end, 54 heures. Et le challenge, c'était que ces personnes se regroupaient en équipe pour créer une synergie et qu'à la fin du week-end, ils aient une entreprise, une start-up à présenter à un comité. Souvent, ça arrive qu'une vraie start-up se lance à ce moment-là. Et en fait, le but, même au bout de 54 heures, celles qui gagnent les prix ou quoi que ce soit, c'est celles qui ont carrément démarré dans le 54 heures? C'est ça qui séduit le plus, qui a vraiment une vraie histoire. On parlait d'histoire tout à l'heure, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait qui va faire vibrer les gens, mais à travers une histoire. Et généralement, c'est quelque chose ils ont quelque chose à montrer. Dans le Startup Weekend, généralement, ce qu'on demande, c'est de faire un premier produit test qu'on puisse expérimenter pour qu'il y ait une expérience utilisateur. Donc c'est très technologique, Startup Weekend généralement. Et donc généralement, les gagnants sont ceux qui sont arrivés dans le plus loin dans la production, dans la concrétisation, plutôt que dans la conceptualisation et dans la réflexion. Ok, merci. Nous, on est arrivé au terme des 5 minutes. Je laisse la parole à la défense. Donc bonjour. Bonjour. Vous avez dit démarrer des expériences nouvelles avec des étudiants qui travaillaient sur la méthode d'expérience entrepreneuriale, etc. C'est quoi les sujets sur lesquels ils travaillent de manière entrepreneuriale, Alors j'ai proposé 2 modules différents. Donc un module, on va dire sur la communication, sur les blogs. On va dire qu'on prend un blog et on le transforme en projet. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose, on dit, partez d'une passion, prenez un sujet qui vous passionne et essayez donc de le communiquer aux autres à travers un projet. Donc vous allez développer une vision, donner du sens à cette vision à travers une passion et ensuite faire quelque chose d'innovant derrière. Et pourquoi les blogs? Parce qu'ils peuvent faire quelque chose de concret au bout de ce module-là sans avoir à utiliser d'argent. Et cette vision, c'est quoi? Sur quoi elle repose? Sur le pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pour qui? Quelque part, donc ce sont sur des questions qui font du sens. C'est ce que vous faites en ce moment-là. Vous essayez de donner du sens à ce que je dis en posant des questions. Et c'est vraiment par ces questionnements, ce que j'essaie de faire au quotidien notamment, c'est pourquoi j'ai cette passion-là et pourquoi j'ai envie de la partager. Et c'est en se posant ce pourquoi et ce pourquoi qu'on va arriver à donner du sens et finalement à commencer à créer son projet. Quand vous dites pour qui, c'est potentiellement les clients. Ou les bénéficiaires. Lorsqu'on part dans un système hybride, ça ne concerne pas uniquement les clients. Vous avez des clients qui vont mettre de l'argent. Vous avez des bénéficiaires qui peuvent profiter sans payer ou des partenaires, etc. Donc là, vous abordez les questions de business model. Pour qui? Pourquoi? Qui va payer, en gros? Peut-être. En tout cas, c'est pourquoi... ce questionnement-là vient naturellement, alors qu'un business plan, c'est quand même un chemin qu'on essaie d'imposer, qui peut convenir à certaines personnes. Voilà. Je ne veux pas dire qu'il faut que le business plan, c'est le mal absolu. Je ne suis pas dans cet extrême-là. Je dis que pour moi, ça ne me convient pas parce que ce n'est pas assez simple. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la façon d'utiliser le business plan qui pose plus problème que le business plan lui-même? Parce que ce que vous me dites, c'est que quand vous travaillez avec vos étudiants, c'est que vous travaillez sur le pourquoi. C'est l'introduction du business plan, c'est l'opportunité d'entreprendre. Donc c'est juste une question de mots, une façon de... Ce que vous me dites, c'est juste une question de mots et de vocabulaire différent sur un process qui reste de toute façon le même. On se pose toujours la question de quelle est l'opportunité, c'est-à-dire le pourquoi, et pour qui, c'est-à-dire qui va l'utiliser, et ensuite qui va le payer. Je ne pense pas que ce soit le même process, parce que pour ma part, peut-être que je me trompe, je ne suis pas un expert en business plan. Mais ce que j'en ai pu comprendre de mon expérience, c'est qu'un business plan, c'est une réflexion conceptuelle que l'on a avant de se lancer,
pour être préparé, être mis en confiance, et ensuite qu'on ait cette base-là pour se lancer. Alors que là, dans ces ateliers-là, c'est de les mettre en expérience, de les faire confronter aux problèmes, qu'ils testent, ils se rendent compte qu'ils sont un peu perdus, et c'est de là que vont émerger quelque part d'eux-mêmes ces questions, comme Socrate en fait. C'est de la maïeutique, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'expérience qui va faire émerger une prise de conscience plutôt que quelque chose qu'on va faire comme dans le système scolaire et académique traditionnel, où c'est le savant qui va inculquer le savoir aux autres et qui ne va pas forcément être perçu. Alors, deuxième question, je suis contente puisque vous participez à l'organisation de Startup Weekend. Nous-mêmes, nous avons grandement l'habitude de participer au Startup Weekend de Montpellier qui est organisé chaque année. Nous coachons les projets, nous assistons au pitch. Alors, je suis surprise de savoir que... Parce que nous, quand on fait le coach, on aborde toutes les problématiques qui sont abordées dans le cadre du business plan. Donc, effectivement, on est sur la culture du questionnement, mais à la base, la structure reste quand même celle du business plan. Donc, je ne sais pas comment vous coachez les vôtres. En fait, pour ma part, je ne pense pas peut-être que je me suis mal exprimé plus tôt, mais c'est vrai que ce qui permet de faire vivre un Startup Weekend, ce n'est pas les schémas ou le PowerPoint, c'est vraiment l'équipe. L'équipe, s'il y a une vraie synergie derrière, une vraie vie derrière, qui va faire que... On est d'accord, sauf que l'équipe, elle demande beaucoup de cadrage pour pouvoir produire en 24 heures quelque chose qui tienne la route. Non, si vous cadrez trop, on va être l'équipe va être très frustrée, très canalisée, et on ne va pas forcément pouvoir en retirer toute cette créativité, cette énergie qu'il y a derrière. Non, mais l'idée, c'est pas de brider la créativité, c'est d'arriver à formaliser quelque chose en 24 heures qui tienne la route et qui soit convaincant. Donc c'est quand même le fondamental du Startup Weekend, c'est d'être capable en 24 heures d'arriver à produire un pitch qui tienne la route et qui convainque une assistance et qui puisse... Est-ce que vous pouvez me rappeler votre question, s'il vous plaît? Alors la question, c'était, dans les pitchs, qu'est-ce que vous voyez apparaître en priorité? Quel est le format des pitchs la plupart du temps quand ce qu'on arrive à voir en priorité, c'est la personne, déjà. Comment elle rentre sur scène? C'est comme il y a une entrée sur scène, déjà. Il y a une mise en lumière, effectivement. C'est un show, en fait, un pitch. C'est-à-dire que vous allez... on parlait tout à l'heure d'une émission. Pour moi, Startup Weekend, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est séduire. C'est une opération de séduction, un pitch. Mais dans la séduction, quels sont les points qui sont systématiquement récurrents même si après, chacun adapte son pitch en fonction de son produit, quels sont les fondamentaux qu'on retrouve sans arrêt? Ressenti. C'est-à-dire qu'est-ce que la personne va ressentir à la suite de ce pitch. Alors, je ne sais pas comment vous voyez les pitchs, mais moi, personnellement, je fais partie des jurys des Startup Weekend. Je vois toujours le même schéma qui revient. Le pourquoi, l'opportunité, qui je vise, qui va acheter mon produit, qui va être intéressé par mon produit, et comment je vais gagner de l'argent avec ce produit. Systématiquement. Mais ça, c'est la base. Vous êtes d'accord que c'est la base. Mais ensuite, c'est pas ça qui va faire la différence. La différence, c'est ce que vous avez rajouté en plus. On est obligé d'arrêter là. Merci. Jérôme. Voilà, et on va appeler donc notre dernier témoin. On n'a pas été très bon dans la parité aujourd'hui. Voici Katia Rousson de la région Languedoc-Roussillon qui va donc témoigner pour la défense. Elle a participé à l'atelier 3, accompagnateur et plan d'affaires. 3 bis, pardon. Bonjour Katia. Bonjour. Donc Katia... à la région Languedoc-Roussillon, vous avez mis en place pas mal de dispositifs de financement pour l'entreprise, qu'elles sont en création ou en développement d'ailleurs. Donc vous avez fait une forte... Et vous avez mis en place des outils de financement qui nécessitent une instruction. Donc aujourd'hui, je voudrais savoir comment vous instruisez vos dossiers et ce que vous demandez la plupart du temps dans vos dossiers. Alors, effectivement, en fait, je fais partie de cette race dont monsieur le procureur m'a déjà fait beaucoup de publicité, puisque je fais partie de ces tyrans, n'est-ce pas, qui imposent le plan d'affaires pour accorder ou pas une aide publique. Alors, pour nous, en fait, puisque je suis censée ici représenter les financeurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, le BP, c'est un cadre réglementaire qui s'impose à nous, et comme on aime partager, en fait, on l'impose aux autres. Et en tant que financeur et gestionnaire de crédit public, en fait, nous devons rendre des comptes, soit à des actionnaires, soit à des électeurs. Et donc, on a besoin de résultats
comme vous, par rapport aux actionnaires, et on a besoin de quantifier ces résultats. Alors, à la question « Faut-il sauver le soldat BP 2013 ?» moi, je veux répondre oui. Parce que, et là, j'ai un peu tendance à sortir en fait de l'artillerie lourde, parce que, effectivement, lorsque les créateurs viennent solliciter les financeurs, on a besoin qu'à un moment donné, ils formalisent leur vision, leur stratégie d'entreprise, leur modèle économique, mais aussi leur projet de vie et l'histoire de vie dont on a beaucoup parlé. Donc, on sait aussi, et on n'est pas psychorigide à ce point, que face à nous, de plus en plus, on a des gens à peine sortis de l'adolescence, cette fameuse génération Y, et qu'à tout moment, on peut se le prendre dans la gueule, le BP, parce que effectivement, pour eux, ils le subissent et c'est un carcan. Mais c'est à nous alors, en tant que financeurs ou en tant qu'accompagnateurs, de rappeler aux créateurs que finalement, ce BP, c'est un outil, et que c'est un outil évolutif parmi d'autres qu'il peut utiliser pour effectivement nous convaincre que nous avons tout intérêt à mettre de l'argent dans son projet. Il faut qu'il en fasse un outil communicant, à la fois pour communiquer avec nous, financeurs, mais aussi à communiquer avec vous, structure accompagnante. Et en ça, et on l'a beaucoup répété dans l'atelier auquel j'ai participé, le BP peut être un véritable outil, support d'apprentissage pour le créateur d'entreprise. On sait aussi que le BP, c'est jamais une fin en soi, qu'il peut évoluer et qu'il ne doit pas effectivement rester cet éternel format A4 dont on a beaucoup parlé. Donc pour dépasser en fait les angoisses qu'il génère au niveau de ses créateurs, il faut essayer peut-être de désacraliser la forme et d'évoluer sur son support format. Moi, c'est pour ça que je pense que plutôt que de dire faut-il brûler le business plan, je pense qu'on peut envisager de brûler le plan, mais il faut garder le business et il faut garder le bonhomme. Donc, à mon avis, je pense que le BP, il ne faut jamais, en tant que créateur, le considérer comme un ennemi. On a aussi parlé, dans mon atelier, j'ai trouvé cette image assez forte, on a parlé d'apprivoiser pour le créateur le BP, commencer voire à flirter avec lui. Et moi, je pense que c'est ça. Ça ne deviendra un outil support et un outil d'apprentissage que si le créateur se l'approprie. Parce que tout ce qui est subi n'est jamais profitable, en fait. Alors, dans les créateurs que vous financez, que vous rencontrez, est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une crispation au moment pour fournir un BP, ou est-ce que vous pensez plus que c'est la diversité des formes attendues pour le financement que le BP lui-même qui est remis en cause ? Ah oui, parce que nous, on est allé loin dans la tyrannie, parce qu'on parle plus de BP, on parle de visa. Donc le mec, il a peur. Déjà, il se dit, si je réalise pas le visa, on va me renvoyer chez moi avec un charter. Donc effectivement, ça génère beaucoup d'angoisse. Mais comme vous le disiez, je pense qu'en fait, c'est plus la façon de le réaliser, le BP, et la façon d'accompagner le créateur dans la réalisation de ce BP qui va en faire un outil et un soutien. D'accord. Dernière question. Si vous deviez conseiller à un créateur de démarrer une activité, indépendamment du fait de le financer ou pas, est-ce que vous lui recommanderiez de faire une démarche de rédaction du business plan au préalable, ou de rentrer au moins dans une démarche de questionnement liée aux fondamentaux du business plan ? Voilà. Je pense qu'effectivement, je lui conseillerais en tout cas de rentrer dans cette démarche de questionnement. Après, peu importe le support, peu importe le format, mais il doit impérativement passer par cette démarche de questionnement. Merci, j'ai plus de questions, Monsieur le Président. Merci. Vous avez la parole. Merci. Alors Katia, on a eu la chance un petit peu aussi d'échanger. Comme je l'ai expliqué hier, le plan d'affaires existe seulement depuis 40 ans. Dans tout ce qui est gestion, c'est la seule chose qui a été la plus statique. Aujourd'hui, on fait même de la comptabilité innovante. On ne gère plus les personnes de la même façon, on ne fait pas le même marketing qu'il y a 40 ans, vous n'irez pas loin sans ça, on n'opère plus, on ne dit plus GOP, gestion des opérations, on dit gestion de la logistique même. Donc dans toutes les fonctions de gestion, tout ça a énormément évolué, et à chaque fois que j'entends des gens qui sont là pour prôner le bon côté du plan d'affaires, on me dit oui, mais il faudrait le modifier, il faut le voir autrement et tout. Comment ça se fait qu'en 40 ans, on n'est pas 40 ans sur le même bébé, entre guillemets, on n'est pas arrivé à faire quelque chose d'efficace, d'efficient, qu'on peut croire, qu'on n'est pas obligé de mentir, qu'on n'est pas obligé d'être sexy devant notre banquière, même si vous êtes Katia, je vais me faire le plus sexy au monde. À un moment, comment se fait-il qu'on n'ait pas été capable d'avoir des plans d'affaires, donc un outil, parce que vous me parlez tous d'outils, vous êtes tous prêts à avoir d'autres outils, améliorer l'outil, le changer, le prendre sous un sens. Vous savez, comme je dis souvent, si c'est un marteau, votre outil,
Et pour enfoncer des vis, vous irez pas loin. C'est le marteau qu'il faut changer. C'est pas la façon d'utiliser, de changer de main ou quoi que ce soit qui changera quelque chose. Vous n'avez pas le bon outil. Alors, dans le milieu de la finance, vous êtes d'accord avec le 222? On en a parlé un petit peu. Ça vous est familier, ce qu'on a dit sur le 222? Oui. Que les banquiers, bon. J'ai écouté. Est-ce que vous pensez que c'est la partie la plus farfelue, la partie qu'on dit pour les finances, pour les banquiers, la partie financière d'un business plan? C'est la partie la plus masturbation intellectuelle? Oui. Bon. Non, mais sur cet aspect-là, je peux vous rejoindre, effectivement. Mais justement, en tant que financeur, et je crois que ça a été pas mal dit au niveau des ateliers financeurs, c'est pas forcément sur ces éléments financiers que les décisions vont être prises, parce qu'on n'est pas non plus complètement dans le monde des bisounours. On sait parfaitement ce sur quoi on peut se baser, et certainement pas sur un prévisionnel. Par contre, il y a des éléments financiers qui figurent dans un BP tel que le plan de trésor sur une première année d'activité, qui sont des éléments fondamentaux et sur quoi on peut effectivement baser une prise de décision pour accorder une aide publique. Katia, vous avez vu beaucoup de plans d'affaires, je présume. Vous en avez un certain lu nombre. Un certain nombre. Vous êtes familier, c'est votre métier presque. Dites-moi comment une personne peut définir un prix de vente dans un plan d'affaires prévisionnel pour cette année, pour l'année prochaine, pour dans 3 ans, dans 5 ans, de dire, voilà, moi je vais vendre mon produit à tel prix. Et sachant que tous les porteurs de projets, tous les entrepreneurs vont dire « je vais être moins cher que tous mes concurrents et en plus je vais offrir de la meilleure qualité ». Donc comment font-ils? Parce qu'après toute la partie financière, et à la limite un petit peu logique du projet, c'est ça qui, s'il y a des financiers qui financent, c'est pour avoir un retour, au moins un retour de capital. Comment on fixe un prix? Expliquez-moi. Comment, moi, demain, que je vais me lancer sur le marché avec quelque chose au moins d'innovant, même si demain je fais des McDonald's, ça s'appellera des hamburgers, je vais appeler ça Macananou au lieu de McDonald's. Comment on fixe un prix? Alors, je vais vous faire Je parle à une financière, hein, c'est pour ça que je me permets non, mais ça. je vais vous faire un petit peu une réponse normande, tout simplement parce qu'on a réglé la question au niveau du financement public, en fait, en essayant d'intervenir quasiment plus qu'au moment où la preuve marché est faite, c'est-à-dire que le prix, justement, la politique tarifaire et le produit a rencontré son marché. Donc effectivement, c'est un élément du business plan dont on tient très peu compte en amont. Mais le business plan, je rappelle, c'est pas un outil qu'on réalise uniquement au moment ou juste avant la création. C'est un outil qui est amené à évoluer et c'est un véritable support d'apprentissage tout au long de la vie de l'entreprise. On a beaucoup parlé de jeunes entreprises, mais je pense que si ça se restreignait justement à un outil qu'on fait pour arriver à mobiliser des financements à la création d'entreprises, alors effectivement, c'est un outil qui ne servirait à rien. Donc là, vous venez de me confirmer que le prix que je vais vendre mon service ou mon produit est impossible pratiquement à identifier. Et même si on se dit on sera moins cher que le concurrent, qu'est-ce qui me dit que le concurrent ne va pas baisser son prix le lendemain que vous avez lancé votre prix? Et donc vous serez peut-être le plus cher, donc tout votre marketing va sauter à ce niveau-là. Alors au niveau aussi... je vois pas ce qu'a à faire le business plan là-dedans. C'est pas ça, c'est la vie de l'entreprise. Le business plan, dans le business plan, en général, il y a la partie financière, qui est une grosse partie, qu'on travaille beaucoup. Et en général, vous, en tant qu'accompagnateur, et c'est ça le défaut, bien souvent, c'est ça où vous avez une certaine compétence par rapport à l'entrepreneur où c'est peut-être sa faiblesse, et vous allez renforcer ce point-là en disant on va travailler les chiffres, on va faire des prévisionnels. Et prévisionnel, pour moi, à la base, c'est le prix de vente que je vais vendre mon produit et mon service, qui est le premier élément comptable, entre guillemets, dans mon entreprise. Parce que de savoir si je vais louer à temps ou quoi, ça, je sais au moins comment je peux le décider. Mais de savoir comment je vais définir mon prix de vente, ça, c'est très difficile. Alors, au niveau aussi du financement, est-ce que ça vous est arrivé un moment de dire, voilà les projections, et dans la même journée, quelqu'un qui vous proposait, je vais avoir peut-être, avec ce prix-là, comme je vais être le moins cher, je vais avoir 20% du marché, dans la même journée, vous en avez eu 6 qui vous ont proposé à peu près le même projet, ou si vous ne les avez pas eu, je peux vous assurer, sur toute la France, dans le monde entier, il y en a 250 qui, le même jour, ont pensé la même chose, de proposer un projet à un produit, que parce qu'ils allaient être à tel prix, ils allaient être moins chers, donc ils allaient avoir 20% du marché, et de dire, mais ça fait le 4e cette semaine que j'essaie, et à eux 4, c'est à 20% chaque, ça fait déjà 80%. Donc les concurrents, ils sont déjà presque partis, il ne reste plus que 20% qui vont se partager. Ça vous arrive, ça, d'avoir ce genre de dossier qui apparaît plus souvent?
Alors, ça nous arrive quelquefois, effectivement, d'avoir des business plans qui se ressemblent étrangement, et ce, dans la même journée. Mais comme tout bon financeur qui se respecte, nous avons quand même tendance à ne pas se limiter au business plan et donc à rencontrer les créateurs et les créatrices. Et donc là, forcément, vous avez des individus différents et qui vont vous vendre leurs projets de façon très différente, et chacun avec leur histoire de vie et leur projet de vie. Donc non, effectivement, ça m'est peut-être arrivé de voir les mêmes business plans, mais jamais ils n'étaient présentés de la même façon. Et de toute façon, la réussite d'un projet, ce n'est pas le business plan, c'est le créateur. Merci. Merci Katia. Merci. Bon. Voilà, nous arrivons au terme de ce procès. Il est temps de passer aux plaidoiries. Monsieur le procureur, vous avez 5 minutes pour votre plaidoirie. La parole est à vous. Alors, on va faire ça bref, en 5 minutes. Vous savez, pouvez faire plus court, si vous voulez. Hein. C'est difficile, très difficile, Monsieur le Président, pour moi. Monsieur Fourcade et Monsieur Sylvestre nous ont dit hier, là, vous êtes réunis, Procréa se réunit tous les 2 ans. Nous sommes, messieurs et mesdames les jurys, à un moment, nous sommes à un moment important. Vous allez peut-être faire histoire dans l'histoire de France. On vous citera. D'accord ? Et je dis ça aussi à ma collègue, même si vous allez perdre votre procès, au moins on dira, elle était là quand même pour le défendre, elle l'a très bien défendu, mais elle a perdu quand même. Alors, à ce niveau-là, comme je vous l'ai mentionné... J'ai pas encore perdu, j'espère que non. Alors, là, elle peut me couper aussi. Je pourrais donc la couper. À ce niveau-là, c'est important, c'est une journée mémorable. Vous vous rappellerez d'un 21 juin à Montpellier. Montpellier va être sur la map, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, d'une révolution entrepreneuriale. Vous êtes peut-être 200 ici, vous vous rendez compte. Vous allez propager la bonne nouvelle à travers toute la France. La France va peut-être sortir de son trou. Mais ce que je lis les journaux, là, ce matin, c'était pas encore très fort. Vos journaux, c'est pas des nouvelles très rafraîchissantes, je trouve. Même si la bourse a baissé de 3% partout dans le monde hier. Monsieur le procureur, restez sur notre opinion. Alors, non, mais c'est ça, c'est fondamental. Je vous ai parlé d'un tyran. Rappelez-vous de ce petit Tunisien qui s'est immolé, qui a fait en fait la révolution et qui a fait la vague qu'on a connue. Eh bien, vous êtes peut-être aujourd'hui dans ce moment-là historique. Parce que, suivant votre jugement, vous êtes 6. Le poids qui est sur vos épaules, je n'aimerais pas l'avoir. Parce que moi, je rentre au Canada, je n'ai pas de problème. Mais vous allez rester en France. Alors, j'appelle à votre conscience nationale, à votre conscience d'aider les entrepreneurs, d'aider surtout nos jeunes entrepreneurs. Parce que si vous n'êtes pas ouvert à eux, ils vont vous rejeter. Ils viendront au Canada, ils viendront aux États-Unis, ils iront s'installer à Londres. Et c'est déjà parti. Donc c'est le moment de vous lever, de dire oui, on a compris. Il faut qu'on utilise d'autres outils. Et je ne suis pas là pour vendre mon outil, loin de là. Même si j'ai vendu quelques livres hier soir. C'est pour vous dire que vous allez bâtir même peut-être un nouveau outil français qui s'appellera pas business plan. Trouvez-moi un mot français. Comme nous, on a appelé le Cirque du Soleil, on n'a pas appelé ça Sun Circus. Plan d'affaires. Voilà, plan d'affaires, c'est ça qui m'a plu, c'est pour ça que je suis venu. Sans ça, je ne venais pas, je vais le dire franchement. Alors, et même si j'utilise le mot business plan parce que je suis en France. Alors, sérieusement, il faut faire cette révolution, parce que seule la révolution peut sortir un tyran. Et arrêtez de me dire, on fera des petits plans améliorés, des petits plans libres, des petits plans ci, une amélioration. Ça, c'est les marques de commerce de lessive. On a toujours avec des nouveaux enzymes. S'il y a le virus au départ, sortez-le. Il faut sortir le virus, pas s'adapter au virus et prendre des médicaments tous les matins. Alors je vous demande, mesdames et messieurs les jurés, d'accord, de prendre cette décision qui sera une décision historique. Merci. Alors, il faut faire attention quand même aux décisions historiques. Il ne faudrait pas qu'on ait l'air trop ridicule non plus. Il n'y a qu'en France qu'on fait la révolution. Oui, alors la révolution du business plan, je ne suis pas sûre que ce soit le gros enjeu. Aujourd'hui, le Languedoc-Roussillon est quand même une région qui crée des entreprises. Donc, apparemment, le business plan ne pose pas de problème en termes de taux de création d'entreprises. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, si la France, certes, est peut-être moins dynamique en termes de développement économique
que les États-Unis ou l'Amérique du Nord, c'est certainement pas lié au business plan, c'est certainement pas lié aux structures d'accompagnement, puisque je peux comparer, on n'a pas à rougir du tout des méthodes d'accompagnement en France par rapport à ce qui se passe dans le monde. En revanche, on a affaire à des contraintes juridico-fiscales qui ne sont pas les mêmes et il ne faut pas tout mélanger. Le business plan, c'est peut-être pas lui qu'il faut brûler aujourd'hui en tout cas. Et il faut faire très attention parce que on peut être très ridicule en décidant tout seul dans notre coin de dire oh ben voilà ça va pas bien en France, on brûle le business plan. Vous ne serez pas seul, le monde entier vous regarde. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Je pense qu'en fait il y a un problème de vocabulaire depuis le début. Alors, effectivement, le terme business plan est peut-être un peu galvaudé. Moi, tout ce que j'ai vu dans ces témoignages, dans les différentes discussions, et puis au cours de ma propre expérience professionnelle, c'est qu'en fait, on repose toujours la question, le questionnement. La base, c'est le questionnement. Et je crois qu'on fait une erreur en considérant que le business plan, et à mon avis, c'est ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un business plan, c'est un outil, voilà, on balance un plan, et on donne le plan au créateur, on lui dit, voilà, il faut que tu fasses ton business plan. Mais ça, c'est pas ce que nous faisons au quotidien. Bien évidemment, n'importe quel jeune diplômé en recherche qui a jamais vu un business plan de sa vie, si on fait ça, il va se retrouver face au business plan, il va dire mais qu'est-ce qu'on me demande? C'est pas ça créer une entreprise. Je suis désolée, c'est pas ça ce que fait une structure d'accompagnement. Il faut se remettre dans le contexte de le business plan, outil d'accompagnement. Et la base du business plan, on s'en fiche que ce soit appelé business plan, que ce soit appelé méthode machin. Chaque fois que je pose des questions concrètes de qu'est-ce que vous abordez dans le questionnement, c'est toujours les mêmes choses. Opportunité, pourquoi? Pour qui? Client. Comment je vends? À qui? Business model. Prix de vente. Ça, alors, je peux vous expliquer comment on fait les itérations dans le prix de vente. J'ai suffisamment d'expérience là-dedans. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. C'est toujours le même plan. Peu importe la façon dont on l'administre. Je pose une question et je fais répondre la personne au fur et à mesure sur ces questions. Peu importe si c'est un logiciel avec un accompagnateur qui va petit à petit aider. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est quoi les fondamentaux d'un projet d'entreprise, sur quoi c'est quoi les aspects qu'il doit aborder avant de créer une entreprise. Et pour nous, le business plan ou autre forme, peu importe, autre nom, peu importe, c'est l'apprentissage que peut avoir le créateur à un moment donné où il arrive, il ne sait pas ce que c'est le business, il a une bonne idée, il veut la tester. Donc il faut rentrer dans ce questionnement, il faut lui poser des questions sur son environnement, comment il se projette dans son environnement, et quand je dis environnement, c'est à la fois personnel évidemment, mais c'est aussi l'environnement des acteurs, qui c'est qu'il y a là-dedans, qui travaille dans ce secteur, et moi je me place où. Et là, ce qu'on oublie souvent dans le business plan, c'est la règle du so what. Et nous, là-dessus, on est des fervents défenseurs de ça. Un business plan ne sert à rien, ou écrire des choses et checker des choses ne sert à rien si on ne se pose pas la question du so what. Ça veut dire quoi le so what? Ça veut dire le marché, il se comporte comme ça, voilà les grandes tendances, voilà les grands acteurs. Et alors, moi, mon projet là-dedans, il est où? Il se positionne où? Il se positionne comment? Et c'est ce qu'on oublie tout le temps. Et c'est pas la faute du business plan. C'est à un moment donné comment j'utilise mon environnement, comment je connais mon environnement, dans quoi je crée, dans quoi mon idée se projette. Et ça, c'est la base du business plan. Le financier, on est tous d'accord, on fait 50 hypothèses et on les fait vérifier au fur et à mesure de la vie du projet et on avance et on revoit son prix de vente en fonction du retour marché. On est dans l'itération totale. Mais à la base, c'est comment on peut dire à un créateur, lance-toi, sans appréhender autour de lui ce qu'il y a, qui sont les acteurs, quelles sont les solutions concurrentes, quels sont les prix appliqués par les autres, parce que moi, si j'ai un prix de revient 2 fois supérieur, il y a un problème à la base de faisabilité. Comment on peut conseiller à un jeune créateur, jeune, je dis en termes d'expérience, pas forcément d'âge, comment on peut conseiller un créateur de ne pas vérifier ça avant de démarrer? Moi, c'est hyper dangereux. Donc, il faut faire attention. Alors, c'est peut-être pas le bon terme business plan, mais à un moment donné, on ne peut pas conseiller à des gens de dire, surtout, tu ne te préoccupes pas de ça, tu fais ta propre expérience, tu y vas, parce que là, ça peut être hyper dangereux. Ou alors, cas exceptionnel, il y a toujours des exceptions, qui ne font pas de business plan, qui réussissent, mais dans la majeure partie des cas, il faut se mettre à la place du créateur qui n'a aucune idée de l'environnement dans lequel il se positionne. Donc il faut faire attention à la responsabilité sociale que nous avons, à ne pas envoyer les gens dans le mur en leur faisant croire à des chimères parce qu'il y en a 1 ou 2 qui sont arrivés. Ça revient à quoi? Ça revient aussi à l'universalité du business plan. On revient souvent, c'est des outils qui ont 40 ans, le business plan a été créé en 1975. Ok, on n'a rien trouvé de mieux depuis. Pourquoi il n'y a rien depuis?
Moi, ça me fait penser aux leaders de marché. Voilà, ils sont là, et pourquoi ils sont toujours là? Pourquoi ils n'y vont pas quand on compare, on se dit, ah, il faut faire attention, tu as une nouvelle idée, ok, attention, les gros acteurs du marché n'y sont pas allés. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a plein de méthodes, on en a testé, elles sont intéressantes, intellectuellement, conceptuellement, c'est intéressant. On s'ouvre, ça nous fait évoluer nous aussi sur notre façon d'accompagner les gens sur les fondamentaux du business plan. C'est intéressant, ça n'est pas réplicable. Ça n'est pas communicable de manière universelle. Le gros avantage du business plan, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle le même langage. Vous allez voir un partenaire financier, public, privé, peu importe. On est tous d'accord sur le fait que le business plan, à un moment donné, il a ses limites. Mais ce langage-là, il est compris par tous. Deuxième chose, communication vis-à-vis de nos partenaires. Mais aussi, un chef d'entreprise, c'est un manager, avant tout. Il a besoin de communiquer sa vision à ses collaborateurs, à ses associés. Donc, comment voulez-vous que la vision soit partagée si on n'a pas, à un moment donné, un langage connu de tous, commun à tous? Le dirigeant, il ne pourra pas manager 20 personnes et dire « je veux aller là » s'il ne donne pas sa vision, s'il n'explique pas comment il va faire. Et le business plan, c'est quoi? Pourquoi on est là? Il faut conclure, madame. Voilà. Donc, je conclus. La problématique de la génération Y est une vraie problématique. Donc, je vais conclure là-dessus. Le business plan, pour moi, c'est un outil dont on ne peut pas s'exonérer. Et la problématique de la génération Y, c'est une génération qui n'écrit pas. Donc, il faut l'aider à rentrer dans cette démarche en allégeant le processus de rédaction. Mais ça ne veut pas dire qu'on remette en cause le processus du business plan. Donc, le business plan, pour nous, c'est un outil fondamental qu'on prépare tous, qu'il faut adapter et évoluer en prenant des formats plus légers et plus souples, mais en aucun cas ne supprimer ce genre d'outils. Et on a une lourde responsabilité sociétale sur les messages que nous faisons passer. Et peu importe le terme et le vocabulaire, encore une fois, c'est la démarche et le process qui comptent. Merci. Bon, après ces deux plaidoiries passionnées, la parole est aux membres du jury. Mesdames et messieurs, vous avez 5 minutes pour délibérer et pour prononcer le jugement, soit la condamnation, soit l'acquittement. 3 minutes. 3 minutes. On va meubler pendant les 3 minutes, c'est pour ça que ça ne va pas durer plus de 3 minutes. Oui, on libère éventuellement les témoins qui nous ont fait l'amitié. Vraiment, merci. Alors qu'ils ont aussi, pour les chefs d'entreprise, du vrai business à faire. Donc, on va attendre bien sûr les résultats du délibéré, mais il nous reste, donc on va en profiter pour conclure, pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser cette manifestation. Et que visiblement vous avez apprécié, donc on espère que ce sera le cas jusqu'au bout. Donc à partir de maintenant, juste devant au kiosque Amalis, vous seront distribués juste avant de partir à la gare des boissons fraîches pour ceux qui en auront besoin. Donc on va profiter de ce petit moment pour remercier nos partenaires sans qui ce congrès ne pourrait pas exister. Donc à commencer par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Tu fais vachement mieux que moi. Et surtout des entreprises en ce qui nous concerne. Merci beaucoup. Ensuite, la Caisse des dépôts, avec qui on a eu beaucoup de plaisir à travailler et à construire ce programme dans notre comité de pilotage. Merci Christine en particulier. La région Languedoc-Roussillon, bien sûr, qui a une position un peu schizophrénique en nous aidant sur ce congrès, puisqu'elle impose un business plan, mais elle a quand même le courage de nous appuyer sur un congrès qui le remet en question. Donc merci Katia, et merci à toutes tes équipes, à toute la région. Nous ont également accompagné cette année 2 partenaires, on va dire intellectuels. Ça nous a aidé dans nos réflexions. Donc le l'ABEX Entrepreneuriat et la chaire Jacques Coeur de Montpellier. Bon, il faut savoir qu'à Montpellier, on vous avait dit qu'on était innovant en matière de création d'entreprise, mais on a le seul laboratoire d'excellence en France sur la thématique de l'entrepreneuriat. Il est à Montpellier. Donc merci à Karim Messeghem et à Sylvie Samut
qui anime ce super laboratoire qui permet à des praticiens comme nous de se confronter à ce que pensent les universitaires. Alors on ne leur fait pas toujours confiance, mais on s'appuie sur leurs réflexions, ils ont le temps de penser. Le second partenaire universitaire, c'est la revue Entreprendre et Innover. On vous en a beaucoup parlé pendant ces 2 jours, dont le rédacteur en chef est Alain Fayolle, président du jury. Merci, Monsieur le Président. Et dont certains membres ont animé plusieurs des ateliers. Ça a été un plaisir de les avoir dans nos ateliers. Ils ont fait une animation, je crois, de grande qualité. Pour nous, ce partenariat était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Le dernier partenaire, c'était l'Agence pour la création d'entreprises. Donc, je ne sais pas s'ils sont encore là. Ils nous ont été d'un grand support et merci encore à eux de ce qu'ils nous apportent. On va aussi dire un petit merci à nos instances nationales, CCI France pour les rencontres nationales des chambres de commerce et d'industrie, la PCMA pour les rencontres nationales des chambres de métiers. Grâce à ces deux événements, on a pu donner effectivement à Procréa une dimension encore plus nationale que ce qu'elle était et donner donc le volume nécessaire à ce qu'on en parle encore pendant longtemps. Donc on ne sait pas si on recommencera, mais on sait que au moins cette année, il y aura 500 personnes, 510 personnes exactement qui en auront entendu parler. Donc merci de votre confiance. Merci beaucoup à nos 35 intervenants. Dont certains sont venus de très loin, 6000 km, et qui ont permis d'alimenter, d'avoir des débats très très riches. Merci vraiment à eux, ça a été un plaisir de les accueillir. Et le plan de vol, je vais vous dire, le pilote, on est resté 2 heures à Montréal au sol avant le départ, donc il a dû changer son plan de vol. On ne peut pas l'arrêter. Merci particulièrement aux témoins et à Catherine, puisque on a remercié donc le juge et le procureur. Et bon, on sait que parce que l'exercice qu'on leur a quand même demandé était quand même très très difficile. Donc je pense que ça mérite un applaudissement supplémentaire. Merci à tous. Personnellement, je commence à respirer. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas réellement tranquille parce qu'on a pris des risques sur cette plénière de clôture, puisqu'on n'a pas pu la cadrer, vous imaginez bien, avant que les ateliers se soient tenus. Donc on avait bien préparé quelques petites choses, mais il fallait effectivement arriver au bout des ateliers pour pouvoir vous proposer cette opération. Enfin, merci à vous tous, congressistes de Procréa, venus de toutes les structures d'accompagnement, conseillers responsables des chambres de commerce et d'industrie, conseillers responsables des chambres de métiers et de l'artisanat de la France entière. Merci de votre confiance, merci d'être venus aussi nombreux. Et remercier toutes les autres structures qui n'étaient pas nous. Je n'ai pas entendu. Si ? Non, c'est parce que j'avais décroché. Oui. Donc n'oublions pas que Procréa, c'est effectivement interréseau et donc la richesse vient aussi effectivement du fait qu'on ne soit pas toujours consanguin. Je vais aller voir. Oui, essaye de voir si, parce qu'on va avoir du mal à meubler encore pendant très très longtemps. On leur a dit 3 minutes. Féliciter, puis je crois que vous les avez félicités, mais je veux dire, c'est pas facile de témoigner. Et là, moi, je voudrais une grande main d'applaudissements, comme on dit au Québec, pour nos témoins qui se sont très 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 bien défendus. Alors, le jury a délibéré. Presque. Et avant d'entendre le jugement, je ne voudrais pas dire ça après, parce que je ne voudrais pas être mauvais perdant ou mauvais gagnant. Il y a le Québec qui existe, là, ceux qui sont malheureux en France, venez, on vous accueillera. Alors, je crois que le jury a pris ses décisions et a une déclaration à communiquer au président qui pourra la transmettre. Alors, vous voulez prendre la parole ? Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, Madame l'avocate générale, donc à l'unanimité, le jury a décidé que nous ne... moins une voix, hein, c'est l'unanimité, que nous ne brûlerons pas le plan d'affaires. Alors, pour les raisons suivantes, il nous a paru que c'était d'abord un problème de sémantique, un problème de vocabulaire. Plan d'affaires, business plan, modèle économique, qu'est-ce qu'on met dedans ? Le procès préliminaire aurait visé à redéfinir les mots.
tout d'abord, avant de rentrer dans le fond. Parce que dans toutes les affaires, on se pose quand même toujours les mêmes questions. Pour qui? Pourquoi? Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Comment je vends? Qui sont mes concurrents? En quoi suis-je utile au monde? Et si je n'existais pas, qu'est-ce qui manquerait au monde d'aujourd'hui? Et puis, la levée de fonds ne se fait pas à l'intuition, elle ne se fait pas au feeling, elle se fait réellement avec un document. Un financier n'acceptera jamais de mettre de l'argent en ayant en face de lui un chef d'entreprise qui lui a juste fait vibrer ou sur lequel il a eu un ressenti positif. Voilà. Et pour terminer, on faisait des procès des chevaux au Moyen-Âge. L'idée, c'était de dire le plan d'affaires est un outil, comme le marteau, les ciseaux, le tractopelle. Est-ce qu'on ferait le procès d'un robot de cuisine si la mayonnaise ne montait pas, monsieur le procureur? Ne ferait-on pas mieux d'analyser les manques du cuisinier qu'utilisent les robots avec les mauvais accessoires? Et la responsabilité du maître de stage, qu'il n'y a pas dit qu'il fallait avoir tous les ingrédients à la même température. Ce que dit le procès, ce n'est pas la défaillance d'un outil, mais les fragilités d'un système dans lequel un moyen est devenu un but. Et que nous sommes tous coupables, accompagnants, universitaires, financeurs publics et privés, et évidemment entrepreneurs et entrepreneuses. Le plan d'affaires n'est pas une martingale, il n'est pas non plus un frein. Il n'est pas essentiel, il n'est pas non plus limitant. Qui peut sans rire accuser la difficulté d'écriture d'un plan d'affaires pour n'avoir pas réussi son aventure entrepreneuriale? Plutôt que d'agiter un épouvantail, brûlons ceux qui, parmi nous les accompagnants et les financeurs, se cachent derrière des outils pour ne pas assumer leurs insuffisances. Par décision du jury, le plan d'affaires est innocent à 5 voix contre 1. Merci. Alors, comme on m'a interpellé, je m'excuse, je vais demander 1 minute. Vous savez, en 1600, pour soigner les gens, on les saignait. Il a fallu un peu de temps pour se comprendre que l'outil ou la méthode, elle n'était pas bonne. Et qu'à chaque fois qu'on saignait quelqu'un de le vider de son sang, eh ben, on le rendrait encore plus faible. Et c'est pour ça qu'on ose dire que le plan d'affaires est anti-entrepreneurial. Le Québécois a toujours le dernier mot. Monsieur le juge? Ok, écoutez, si vous me donnez le dernier mot, c'est avec plaisir que je vais le prendre et vous le restituer. J'ai beaucoup apprécié les délibérations telles qu'elles nous ont été restituées par le jury et je proposerais volontiers que les quelques mots que vous avez cités, monsieur, figurent en bonne et due place dans les conclusions de cette journée Procréa. Voilà, merci à tous. Adjugé. Voilà, au revoir à tous, merci. Et puis vous pouvez vous désaltérer juste avant de partir. À bientôt, peut-être. Bon retour.